Bien, écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Merci à tous. Merci à monsieur Adji et monsieur Lambie de nous rejoindre ce matin pour cette conférence par thèse consacrée aux fake news et la désinformation et la façon de déconstruire ou de prendre une distance avec ces fake news. On est dans ce cycle des conférences parenthèses, troisième conférence pour prendre un peu l'auteur sur les sujets que l'on traite habituellement dans nos différents postes au conseil départemental. Ça permet à chacun de se retrouver autour de thèmes qui impactent aussi notre travail, mais plus indirectement. Donc aujourd'hui, fake news. Alors des mauvaises nouvelles, des fausses nouvelles, des rumeurs, il y en a toujours eu. Qu'est-ce qui fait un peu la différence avec l'impact des fake news aujourd'hui? Comment d'abord les qualifier? Comment les repérer? Vous allez voir, dans les travaux des deux spécialistes qui sont avec nous ce matin, ça amène finalement assez loin à s'interroger sur nos pratiques, nos attentes, sur la façon dont la communication fonctionne dans nos sociétés. Voilà, ça va beaucoup plus loin que simplement repérer le poisson d'avril permanent d'un certain nombre de nouvelles. Et puis, ça apprend aussi à refaire un peu de recul, de reprendre un peu de recul, de réinterpeller un peu notre logique, notre savoir, et pas simplement l'intuition ou l'envie qui peut être la nôtre à un moment donné, dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, ce n'est pas forcément de bonne nouvelle de croire une nouvelle simplement parce qu'elle nous ferait plaisir ou parce qu'elle satisferait notre vision des choses. Voilà, donc je vais les laisser exposer avec vous ce sujet ce matin. C'est un sujet qui est quand même important pour nous parce qu'on est tous des acteurs d'une institution publique et un des rôles qui est le nôtre, c'est aussi d'être un repère pour nos concitoyens et d'aider nos concitoyens, et pour le conseil départemental, nos concitoyens souvent en grande difficulté, puisque c'est une de nos missions importantes, ou nos collégiens, c'est encore plus vital puisque ce sont les citoyens de demain, à avoir ce temps de recul sur l'information et à, j'allais dire, être un repère de sang-froid, de raison, de calme, par rapport à l'océan médiatique. On a tous, vous voyez, on a un portable aussi dans le poche, l'océan médiatique qui se déverse sur nous chaque journée et qui ne comporte pas évidemment que des vérités et que des certitudes. Voilà, merci à tous, bon courage, ceux qui sont ici aussi ce matin au clic et puis tous ceux qui sont avec nous, qui nous suivent sur les écrans. Merci à tous, monsieur Longhi, monsieur Adji, à vous. Merci. Je reviens sur un point que vous avez dit qui est intéressant, c'est le 1er avril. Il s'avère que le 1er avril, ce n'est pas que la journée des poissons d'avril, c'est considéré comme la fête de l'esprit critique. Pour une raison très simple, c'est que ce jour-là, et ce jour-là uniquement, on est très vigilant aux informations qu'on a sous les yeux. Et on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et en fait, paradoxalement, c'est cette vigilance-là qu'il faudra avoir tous les jours de l'année. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas avoir, alors c'est compliqué, mais c'est cette prudence qu'on a face aux informations du 1er avril. Idéalement, si on pouvait appliquer les autres jours, ça nous permettrait d'éviter des fake news, puisque justement, on va se méfier par défaut, avant de vérifier l'information, de voir si c'est vrai ou pas. C'est pour ça que c'est le 1er avril et le jour de l'esprit critique. Donc c'est moi qui vais commencer cette conférence par rapport aux fake news. Mon intervention va se découper en 3 parties. Déjà, alors qu'est-ce qu'une fake news? Parce qu'au final, on en entend beaucoup parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut définir une fake news? Ensuite, la 3 parties. Comment est-ce qu'on vérifie l'information? De manière très pratique, il y a des moyens de vérifier si une image, la date d'une image, par exemple, la première fois qu'elle a été postée sur Internet, ou de voir si une information est fiable ou pas. Donc, on va voir pratiquement comment est-ce qu'on peut faire ça. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on peut évaluer la fiabilité d'une information. Vous avez une information devant les yeux sur Internet, comment on peut savoir si c'est vrai ou pas? C'est un peu plus compliqué que simplement l'intuition, mais il y a des astuces pour justement avoir des indices et voir à quel point c'est vrai ou pas. En 3, on va voir ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc, c'est un terme qui est de plus en plus à la mode. En fait, c'est la tendance du cerveau à tenir pour vrai des choses qui ne sont pas vraies. Parce que ça confirme ce qu'il pense déjà, parce que quelqu'un qu'on aime bien le dit, donc on a envie de croire cette personne. On a un raisonnement qui n'est pas rationnel, mais on pense qu'il est vrai. Et en fait, on est tous affectés par ça. Et en conclusion, on va se demander qu'est-ce qu'une fake news. Alors, vous remarquez que c'est la même question qu'au début, mais justement, ce sera un moyen d'introduire la deuxième partie où on va apporter de la nuance à la définition même d'une fake news. Point aussi important, il ne faut pas culpabiliser par rapport aux fake news. On est tous victimes de fake news. On a tous partagé des fake news, on a tous cru à des fake news. Ça fait partie de l'esprit humain d'y croire. Donc, il ne faut pas se sentir mal, il faut juste comprendre nos fonctionnements, comprendre pourquoi on se fait avoir, pour limiter justement cette propagation des fake news. Alors, qu'est-ce qu'une fake news?
De manière très simple, c'est une information qui s'oppose à l'état actuel des connaissances. En gros, il y a un état de fait de quelque chose et une information qui contredit cela. Si là, par exemple, je vous dis qu'il pleut à verse en dehors du bâtiment, est-ce que c'est une fake news? Oui, puisqu'il ne peut pas. C'est factuel. D'accord? Un point important aussi, et ça, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, une fake news est une fake news, peu importe la sincérité de la personne qui la partage. Parce qu'on a souvent cette idée que la fake news est créée dans une espèce de laboratoire et envoyée sur Internet pour manipuler le monde. Ce qui est en partie vrai. C'est-à-dire que là, il y a un faisceau de preuves qui montrerait que des équipes russes inondent les réseaux sociaux de fake news pour faire une guerre de désinformation par rapport à l'Ukraine. Il s'avère que durant l'élection de Trump en 2016, qui a un lien très important avec les fake news, on va voir, il y a des sites qui étaient spécialisés de la fake news, mais pas pour manipuler l'élection, juste pour se faire de l'argent, parce que les gens allaient sur le site, les pubs étaient vues et donc ils avaient de l'argent comme ceci. Donc ça existe, cette création volontaire des fake news. Mais beaucoup de gens vont partager des fake news de manière totalement innocente, parce qu'ils y pensent. La sincérité de la personne ne veut pas dire que l'information est vraie. On a tendance à le croire. Mais si moi, très sincèrement, je vous dis que la Terre est plate, la Terre n'est pas plate. Jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas plate. Donc il faut se méfier de la sincérité. La sincérité ne veut pas dire que forcément l'information est vraie. Une fake news se base sur des faits, pas des opinions. Si vous avez un avis sur une personnalité politique, un joueur de foot, on ne peut pas dire que c'est vrai ou faux, c'est votre avis, c'est subjectif. Par contre, si vous pensez qu'un homme politique est un reptilien, ça c'est factuel. Et je pense que c'est une fake news. Reptilien, c'est une espèce extraterrestre. C'est une théorie du complot qui est très à la mode. On imagine que certaines personnalités politiques sont remplacées par des extraterrestres. Je pense que ce n'est pas vrai. Là, on est sur du factuel. D'accord? Donc ça, c'est aussi un point important. Et enfin, et ça c'est un peu plus compliqué, les faits ne sont pas forcément visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Un fait à peu près établi, c'est que la cigarette entraîne une augmentation du risque des cancers du poumon. Et comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est pas visible. On connaît tous quelqu'un qui est assez âgé, qui fume et qui n'a pas de souci de santé. Est-ce que ça veut dire que la cigarette n'est pas néfaste? Non. Parce que ça ne prouve rien. C'est à une échelle trop petite. Ce qu'il faut, c'est des statistiques sur beaucoup de personnes pour voir qu'effectivement, les personnes qui fument ont plus de chances d'avoir un cancer que les personnes qui ne fument pas. Mais il faut aller sur un domaine statistique, qui n'est pas forcément intuitif, qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Et ça a posé des soucis durant la crise de Covid. On se dit, mais pourquoi ce médicament marche ou ne marche pas? Parce que moi, je connais quelqu'un qui l'a pris et il va mieux. Moi, je connais quelqu'un qui ne l'a pas pris et il va mieux. Comment est-ce qu'on sait? Parce que l'individu ne fait pas un fait dans ce sens-là. Il faut voir sur des centaines, des milliers de personnes. Sinon, il y a beaucoup trop de facteurs. Peut-être que la personne a juste un bon système de santé, un bon système immunitaire, et qu'en fait, le médicament n'y est pour rien. On ne sait pas. Il faut plus de monde. Mais ça, c'est compliqué parce que ce n'est pas intuitif. Dès qu'on est de la statistique, c'est beaucoup moins intuitif. D'accord? D'où vient le terme fake news? Il vient de l'ancien président de la République américain, Donald Trump, qui, face à des journalistes, en fait, qui lui ont demandé... alors, en fait, c'est quand, lors de son inauguration, en janvier 2017, il y avait très peu de gens dans les rues pour son inauguration. Il y avait beaucoup plus de personnes durant l'inauguration de Barack Obama 8 ans plus tôt. Et il y avait des photos satellites qui montraient cela, mais noir sur blanc. Donc, on a montré à Donald Trump ces deux photos. C'est la photo de l'inauguration de Barack Obama où il y avait une foule incroyable, celle de Trump où il y avait moins de personnes. Et on a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Trump a répondu, c'est une fake news. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc en fait, le mot fake news a été créé par Trump pour contrer une vraie preuve qui était une photo de l'inauguration. Et c'est comme ça que ce terme-là est devenu important. Ça ne veut pas dire qu'avant Trump, il n'y avait pas ces fausses informations. Effectivement, il y avait le principe de la rumeur, il y a toujours eu des mensonges, quel que soit le niveau. Mais ce terme-là, ce terme actuel, qui est très associé aux réseaux sociaux, ça date de début 2017. Alors, on a une information sous les yeux sur un réseau social. Comment est-ce qu'on peut vérifier? La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Pas possible. On ne peut jamais être sûr à 100%. Mais on peut tendre vers la certitude. La première question à se poser, c'est qui poste l'information? Est-ce que c'est un anonyme? Est-ce que c'est notre oncle? Est-ce que c'est une personne reconnue de son domaine? Ça va changer. Ça ne veut pas dire que c'est fiable ou ce n'est pas fiable, mais ça va changer. Entre un journal très reconnu, par exemple, qui parle de la guerre en Ukraine, et un blog dont vous ne savez pas qui poste l'information, peut-être qu'il est plus logique de croire un journal reconnu. Par exemple, je ne sais pas, Le Monde, par rapport à un blog totalement inconnu. Ça ne veut pas dire que Le Monde a raison à coup sûr, mais c'est plus fiable. En théorie, les journalistes sont allés sur place,
on a un gage de confiance sur ce journal qui est plus grand qu'un blog qu'on ne connaît pas. Donc, qui poste l'information? Encore une fois, ce n'est pas une certitude à 100%. Le monde peut se tromper, le blog peut avoir raison. Mais c'est un premier indice pour voir ce qui est vrai ou pas. Un point important aussi, c'est est-ce que la personne qui partage, même si elle est connue, est-ce qu'elle est compétente dans son domaine? Ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est un biais cognitif, c'est si une personne est compétente dans un domaine, on a tendance à l'imaginer compétente dans beaucoup d'autres domaines, mais qui ne la concernent pas. Par exemple, si un chanteur que vous adorez va poster quelque chose sur la guerre en Ukraine ou sur Covid ou je ne sais quoi, on a tendance à croire, parce qu'on aime bien cette personne et on la juge compétente dans ce domaine, par exemple, si c'est un chanteur de la chanson. Mais un chanteur est sûrement très bon, mais ça ne veut pas dire qu'il a des compétences en virologie. Donc il faut se méfier. Le fait que ce soit un expert ou une experte ne fait pas tout. Est-ce qu'elle est experte dans le domaine dont elle parle? Il faut se méfier de ça. D'accord? On peut avoir confiance en ses compétences. Sur la guerre en Ukraine, je vais me renseigner, moi, par rapport à des gens géopoliticiens qui travaillent sur l'Ukraine depuis des années. Ça me semble plus fiable qu'un chroniqueur qui a découvert ce sujet-là il y a 2 semaines. D'accord? Pour moi, c'est un indice supplémentaire. Ça ne veut pas dire que ce spécialiste ne se trompe pas, mais ça veut dire que je lui donne une confiance supplémentaire. Et enfin, très important, est-ce qu'il s'agit d'une source primaire ou secondaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, des journaux, ou des articles, ou même des posts sur les réseaux vont reprendre des informations qui viennent d'ailleurs. Le problème, c'est que plus on partage une information, plus elle a des chances de se déformer, notamment pour suivre les croyances des personnes qui les partagent. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle les études scientifiques, qu'on va voir plus tard. Des fois, il y a des gens qui vont prendre un bout de l'étude scientifique qui est contraire avec ce que dit l'étude scientifique pour dire, regardez, en fait, c'est ce que dit l'étude scientifique. Ben non, c'est pas forcément vrai. Donc voilà. Donc, c'est intéressant de se dire, OK, qui a été le premier à poster l'information? Parce que sinon, on peut avoir le piège d'avoir une information déformée. Ça marche pour les vidéos, ça marche pour tout. Une vidéo peut être mal interprétée. On a vu ça plein de fois. Je ne sais pas, une scène qui se passe aux États-Unis, mais qu'on dit, regardez, ça se passe en France, c'est un scandale. OK, d'où vient la vidéo? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que l'interprétation de cette vidéo est fiable? Remonter à la source, c'est pertinent. D'accord? Et justement, on va voir par exemple comment on peut remonter à la source. Ça, c'est un article qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années. 85% des jeunes de 10 à 15 ans sont séduits par la théorie du complot selon l'étude. On est d'accord que c'est un titre qui est très anxiogène. On se dit que notre jeunesse, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Mais c'est important, plutôt que de céder à une émotion comme ça, légitime et peut-être fausse, de vérifier ce qui est dit. Et pour ça, on va aller sur l'article. On commence, 85% des enfants de 10 à 15 ans sont séduits par la théorie du complot. OK, toujours inquiétant. Selon une étude. Et donc là, on voit que cet article-là, ce n'est pas une source primaire, mais secondaire. Elle reprend une étude qui vient d'ailleurs. Et à partir de cette étude, ils ont invité un spécialiste, Jérémy Pelletier, qui va parler en expliquant pourquoi est-ce que les jeunes sont conspirationnistes. D'accord? Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment cette étude nous prouve que 85% des enfants sont victimes de théorie du complot? Et bien, c'est ce qu'on va voir. Et pour ça, il faut cliquer sur le lien, par exemple CSA pour mise en presse, et pour remonter à l'étude. Là, on arrive sur l'étude. Pour l'instant, le titre confirme ce qu'on pense. Enfin, en tout cas, ce qui est dit de l'article, 85% des adolescents sont séduits par des thèses conspirationnistes. Mais qu'est-ce qui est mis dans l'article, dans la source primaire? Donc, là où vient l'information. Et là, on voit que c'est plus nuancé que ça. Déjà, on voit, par exemple, des phrases comme 9 adolescents sur 10 considèrent qu'il est facile de déformer une information. Ce qui sous-entend que c'est pas bien d'imaginer ça, que c'est la preuve qu'on est complotiste. Mais moi, je pense qu'il est très facile de déformer une information. Donc, est-ce que ça fait de moi un complotiste? Je ne pense pas. Donc, déjà, moi, je me dis, c'est quand même bizarre d'imaginer que si on ne fait pas une confiance absolue à l'information qu'on a devant les yeux, on est conspirationniste. Non, c'est la base de l'esprit critique, de se méfier des informations. Et pour aller sur justement le fameux paragraphe qui montre que les adolescents sont à 85% complotistes, au global, donc c'est en bas, 85% des adolescents envisagent l'existence d'au moins une théorie du complot. D'accord? Réponse, c'est possible, ou c'est peut-être possible. Et là, moi, j'ai un problème. Parce que c'est possible, ça ne veut pas dire oui. Si moi, on me dit, pensez-vous que Macron soit reptilien, le fameux extraterrestre? C'est possible. Techniquement, c'est possible. Moi, qui suis très pragmatique, je mettrais que c'est possible. Mais est-ce que je pense que c'est vrai? Je ne pense pas. C'est possible ne veut pas dire oui. Pour moi, cette question c'est possible gonfle le nombre de conspirationnistes, parce que s'il y avait écrit oui ou non et vous devez choisir, je pense qu'il y aurait moins de 85%. Surtout que là, les 85%, c'est possible et c'est peut-être possible. Donc c'est peut-être possible, on n'est pas sur du oui, on n'est pas sur de la certitude. Quand on se base uniquement sur la réponse c'est possible, c'est qu'un tiers des adolescents déjà.
Donc 33% des adolescents pensent que c'est possible. C'est possible, ils ne veulent pas encore dire oui. Alors pourquoi ils ont mis 85%? Parce que ça frappe, ça marque, on a envie de cliquer sur cet article, on a envie de voir, on a peur, appel à la peur, c'est aussi un biais cognitif, ça s'appelle le biais émotionnel, on joue sur la peur pour intéresser les gens. Mais on voit en creusant un petit peu, en montrant la source, que ce 85% des adolescents complotistes, il ne tient pas debout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des soucis de propagation de théorie du complot, mais autant se baser sur des informations valides pour savoir quelle réponse apporter. Et là, il semblerait que le 85% ne soit pas pertinent. D'accord? Ça, donc c'est comment on remonte à la source. C'est pas toujours facile, hein, parce que des fois, les sources, c'est des études scientifiques, qui sont souvent en anglais, donc c'est compliqué. Mais, de l'absolu, idéalement, il faudrait faire ça. Donc, voici le créateur de terme des fake news. Et là, on va voir comment, alors peut-être que vous le savez déjà, mais on peut très facilement trouver la date de publication première d'une image. Ce qui est intéressant, notamment pour éviter de se faire avoir. Par exemple, j'avais vu au début du confinement du Covid, une photo avec des gens en liesse sur les Champs-Élysées, et quelqu'un avait mis, et voilà, premier jour du confinement, les gens sont dehors, les Français ne respectent rien. Si on remonte cette image et qu'on voit la date de publication, c'est en juin ou juillet 2018, jour de la victoire française à la Coupe du Monde de football. Donc c'est intéressant de remonter à la source de l'image aussi, pour voir si ce qu'on nous dit est vrai. Et on voit souvent ça de la théorie du complot, où souvent c'est cyclique, ça revient. Et des fois, c'est des photos qui datent de 10, 15, 20 ans, voilà, où l'enfant malingre, qu'il faut absolument liker l'image, etc., sinon il va mourir, mais peut-être que cette image, elle a 20 ans déjà, donc voilà, tout ça n'est pas très fiable. C'est très simple de remonter à la source d'une image. On prend l'image, soit on prend l'URL de l'image, soit on l'enregistre sur son ordinateur, et on va sur Google Images. Google Images, c'est une des options de Google, et là, vous cliquez sur petit appareil photo. D'accord? Je pourrais transmettre d'ailleurs des détails si besoin, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Une fois qu'on clique sur l'appareil photo, il vous demande deux choses. Soit vous collez l'URL de l'image, donc cliquez le lien que vous avez copié, soit vous importez l'image que vous avez enregistrée sur votre ordinateur. Moi, ce que j'ai fait, comme c'est devenu ce qu'on appelle un mème, donc c'est une image très propagée sur Internet, je suis remonté autour de l'élection de Donald Trump pour cibler un petit peu la date d'apparition de l'image. J'ai fait ça, j'ai ciblé. Donc voilà, entre 2015 et 2018. Et j'arrive uniquement sur deux liens, qui sont tous les deux du même jour, le 11 janvier 2017. Et on arrive justement sur la vidéo Fake News qui a lancé cette phrase et l'apparition du mot fake news. Donc en quelques clics, ça m'a pris 2 minutes de faire ça. On peut très facilement remonter à la source d'une image. C'est très facile et c'est intéressant à faire quand on a un doute. Quand on dit là, c'est quand même bizarre cette image, il y a un truc qui ne va pas, vérifier. C'est très facile et ça permet de voir la première date d'apparition de cette image. Si quelqu'un vous dit par exemple, ça vient d'arriver, c'est scandaleux, mais que vous voyez que cette image existe depuis 15 ans sur le net, et bien c'est un mensonge. C'est une fake news, justement. D'accord? Alors, maintenant on arrive sur la deuxième partie. Alors, soyez pas inquiets par toutes les informations qui sont là. C'est pas très compliqué. On va passer dessus assez rapidement. Mais en fait, c'est un peu comme ça que dans le monde scientifique, on établit la véracité de quelque chose. En fait, il y a des choses dans le monde scientifique qu'on établit comme des preuves et d'autres qui ne sont pas des preuves. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un médicament ou d'une pandémie, puisque malheureusement, c'est d'actualité. Comment savoir ce qui est vrai ou pas? Comment savoir si un médicament fonctionne ou pas, par exemple? Il y a des choses qui ne peuvent pas nous prouver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, qu'il ne faut pas écouter les gens, mais on va voir que ça s'est fait en termes de preuves. La rumeur, c'est compliqué. Il paraît qu'il a pris des vaccins et qu'il est mort. Ou qu'il a été, voilà, ou que le vaccin fait coller des pièces de métal. C'était une théorie à l'époque, c'est en fait qu'il y a une chose magnétique de vaccin et que donc des pièces se tenaient au bras. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais la rumeur, c'est très faible en fait, parce qu'il suffit que la personne ait eu peur, ou qu'elle soit inquiète, ou qu'elle ait eu envie de faire son intéressante. Il y a plein de raisons qui font que c'est pas très faible comme preuve. Le bon sens, c'est pareil. Le bon sens, c'est un peu compliqué, parce que le bon sens, c'est bien pour aller manger dans un restaurant, aller au cinéma, mais en termes de preuves sur l'efficacité d'un médicament, par exemple, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi ça marche pas. Un médicament, par exemple, qui a bien marché sur 15 autres maladies, ça semble logique qu'il fonctionne sur une nouvelle maladie. Mais pas forcément. Pas forcément. C'est pas fiable. Le bon sens n'est pas fiable en termes de rigueur scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté le bon sens, mais ça veut dire que dans ce domaine-là, il faut faire attention. Le témoignage, c'est pareil. Les témoignages, ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas sincères, mais les personnes peuvent se tromper de bonne foi sur un domaine qu'elles ne maîtrisent pas. Et enfin, et ça c'est un peu plus contre-intuitif, justement, la parole d'un expert n'est pas une preuve scientifique.
parce qu'un expert peut se tromper. En fait, la science, c'est un concours de modestie. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être modeste. Un expert, même s'il est bon dans son domaine, peut se tromper. Einstein s'est trompé. Il pensait que l'univers était statique. Il s'est trompé. Et quand on lui a apporté des preuves qu'il s'est trompé, alors au début, il a un peu râlé parce qu'il va avoir son petit orgueil, mais il a admis qu'il s'est trompé. Un bon expert, c'est un expert qui admet qu'il s'est trompé quand des preuves sont contraires à ce qu'il pense. Donc un expert en soi n'est pas une preuve. Un expert est pertinent s'il se base justement sur des preuves pour avancer ce qu'il dit. Et là, on arrive au niveau des preuves. En termes de sciences médicales, par exemple, ce sont des différentes études. Alors, on va aller très rapidement, mais l'étude observationnelle, c'est j'observe un phénomène. Il y a une contamination, j'observe qu'il y a de plus en plus de personnes contaminées. D'accord? Celui qui fait l'étude n'intervient pas, il observe. L'étude analytique, ou observationnelle analytique, c'est j'essaie de voir d'où ça vient. Pourquoi est-ce que les gens sont contaminés? Est-ce que les personnes plus âgées sont plus contaminées? On essaie de répondre à la question pourquoi il y a ce phénomène qui apparaît. Mais ce n'est pas encore la meilleure niveau de preuve. Là, on arrive sur des niveaux plus élevés, l'étude randomisée. Ça, c'est quand, par exemple, on veut voir si un médicament fonctionne. On a fait ça plein de fois durant le Covid. On prend deux groupes. Dans un côté, on donne le médicament, et de l'autre, on donne ce qu'on appelle un placebo. Mais c'est randomisé au sens où les participants ne savent pas s'ils ont placebo ou médicament. Parce que le fait de savoir ce qu'on prend, ça peut impacter les résultats. Donc là, on dit, bah voilà, on vous sépare. Les groupes sont pareils, c'est-à-dire que c'est la même moyenne d'âge, tout est pareil. La seule différence, placebo et médicament. Et on regarde les résultats. Mais ça, c'est déjà très très fiable parce que là, la seule variable entre les deux, ça semble être médicament ou pas médicament. Mais on peut aller encore plus loin sur la preuve, c'est l'étude en double aveugle. Double aveugle, ça veut dire que non seulement les participants ne savent pas ce qu'ils prennent, mais ceux qui administrent le médicament ne savent pas non plus. Parce que si un médecin sait ce qu'il donne, il sait qu'il donne un placebo ou il sait qu'il donne un médicament, il peut influencer le patient. L'effet placebo, c'est assez incroyable. Il y a beaucoup de paramètres et le fait ou pas que le médecin sache ce qu'il donne, ça peut impacter l'état du patient. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les méta-analyses, où là, c'est en fait, on prend toutes les études sur un domaine, on les trie en fonction de leur niveau de preuve et on voit l'état des connaissances sur un sujet. Par exemple, sur le réchauffement climatique, il y a plein d'études. Et on dit, il semblerait quand même que le réchauffement climatique soit plutôt existe, quoi. D'accord? Et c'est censé considérer comme le niveau de preuve absolu. Et ça amène à ce qu'on appelle le consensus scientifique, où en gros, s'il y a 90 000 études qui vont dans le même sens, on peut estimer que c'est plutôt pertinent. Une seule étude, ça ne suffit pas. Parce qu'une étude peut être fausse, une étude peut... Plein d'études, ça commence à être pas mal. Ça, c'est la théorie, on est bien d'accord. Mais je pense que quand on est au quotidien, on n'a pas le temps de se dire est-ce qu'il y a une étude en double aveugle par rapport à ce phénomène? C'est compliqué. Ça, c'était juste pour montrer un petit peu comment ça fonctionne en termes de science et voir que c'est très rigoureux au final. Très rigoureux. Et petit aparté, ça me semble important d'en parler, sur la chloroquine et Didier Raoult. Mon but, c'est pas de savoir ce que vous pensez sur Didier Raoult, ça, vous pensez bien ce que vous voulez. Mais ce qu'on lui a reproché, justement, c'est déjà d'être un expert et de ne pas se baser sur des preuves pour annoncer que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine fonctionnait, et d'avoir fait uniquement des études observationnelles. C'est-à-dire que dans son IHU, il a dit, tiens, je vois qu'il y a une progression en termes, que ceux qui prennent la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, ils vont mieux. Peut-être que c'est le cas. Mais l'étude observationnelle, le problème, c'est qu'il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent impacter que ça pose un souci. Peut-être que ceux qui avaient l'hydroxychloroquine étaient plus jeunes. Or, si on est plus jeunes, on guérit mieux du Covid. Pour ça, il fallait faire des études en double aveugle, ce qu'il n'a pas forcément fait. La seule qu'il a fait, le problème, c'est qu'il a fait deux groupes, l'hydroxychloroquine, ça c'est beau, et le groupe avec l'hydroxychloroquine allait mieux. Le problème, c'est qu'on a aussi remarqué que ce groupe-là était composé de personnes plus jeunes. Donc on ne savait pas si c'était à cause de l'âge ou à cause du médicament qu'ils allaient mieux. C'est ça qui est embêtant, c'est ça qui a posé souci à la communauté scientifique. Ce n'était pas pour des raisons politiques, c'était juste, pour l'instant, le niveau de preuve n'est pas assez élevé. Alors, bon, comme on a vu, on ne peut pas à chaque fois dire la méta-analyse de n'importe quel sujet qu'on regarde. D'accord? C'est compliqué, bien évidemment. Donc là, d'un point de vue plus pratico-pratique, voici les astuces que moi j'utilise pour évaluer si une information est fiable ou pas. D'accord? Ça, c'est très important. Si une information est trop incroyable pour être vraie, généralement, elle est fausse. D'accord? Si on vous dit que vous pouvez gagner 10 000 € grâce au NFT ou grâce aux revenus passifs sur Internet, ou si un prince nigérien vous explique qu'il va faire un virement de 15 000 € dans votre compte, je pense qu'il vaut mieux ne pas y croire. C'est un peu trop beau pour être vrai.
Si on vous dit que la moitié de la planète est morte à cause du Covid ou à cause du vaccin, c'est trop incroyable aussi. Quand c'est trop incroyable, moi je me dis, c'est bizarre. Généralement, tout est un peu plus nuancé. Donc je me méfie quand c'est trop incroyable, parce que ça fait appel à mes émotions et pas à mon esprit critique, donc je peux me faire avoir. Si on me propose une solution simple à un problème complexe, généralement ça ne marche pas. Malheureusement, mais c'est pareil. Je pense que personne ne peut dire j'ai la solution contre le réchauffement climatique. Je pense que ce sera forcément compliqué puisque le problème est compliqué. Si le problème est compliqué, la solution généralement est compliquée. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps, c'était du sida, du jus de citron pour lutter contre le sida. De fait, sans vérifier, sans avoir vu les méta-analyses sur le sujet, jus de citron, je me dis, si les scientifiques travaillent depuis 20 ans sur sida, la solution, c'est pas jus de citron. Ils y ont déjà pensé. Donc, si c'est trop simple pour un sujet complexe, moi, on appelle ça un red flag, un drapeau rouge, je me méfie. Peut-être que c'est vrai et c'est très bien, mais je me méfie. Tout ce que je vous dis, c'est des indices. Ce n'est pas des vérités, c'est des indices pour repérer le vrai du faux. Point important aussi, une affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Si moi on me dit, tiens, Antonin, j'ai vu ta mère dans la rue. Bon, ma mère habite à Lyon, j'habite. Bon, bah, j'y crois, parce que c'est une affirmation ordinaire. C'est normal qu'on croise ma mère. Si on dit, tiens, Antonin, j'ai vu un extraterrestre, c'est plus extraordinaire. Donc je vais demander un niveau de preuve plus important, des vidéos, etc. Voilà. Ça c'est pareil. Mon niveau de preuve évolue en fonction de ce qu'on essaye de me prouver. Et là, ça va sembler paradoxal, mais pour moi, si l'ensemble des scientifiques d'un domaine partagent un même avis, généralement c'est bon. Et là, vous allez dire, c'est bizarre, les experts, c'est pas des preuves. Oui, d'accord, dans l'absolu, mais au quotidien, c'est compliqué. Donc, moi, je vais partir du postulat que sur un domaine précis, si l'immense majorité des experts, en fait, je pars du postulat que les experts d'un domaine font leur travail. Et que si l'immense majorité des experts d'un domaine sont d'accord entre eux, soit ils mentent tous, soit ils sont tous achetés par des lobbies, soit il faut les croire. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, parce que moi, je n'ai pas leurs compétences. Donc, c'est un critère de base. Je me dis, je vais leur faire confiance. Et je retirerai cette confiance s'il s'avère qu'ils ont tous menti. Mais à la base, c'est un truc, moi, que je vais considérer comme vrai jusqu'à preuve du contraire. Et bien, enfin, dernière partie, pardon. Les biais cognitifs, comme je l'ai dit, c'est un raisonnement fallacieux. C'est un raisonnement qui paraît vrai, mais qui n'est pas vrai. Il y a plein d'exemples. Là, c'est Teddy Riner, par exemple, qui est très fort en judo, ça, il n'y a pas de souci, et qui fait de la pub pour Ford. Est-ce que ça veut dire que Ford est une bonne voiture? Pas du tout. On ne sait pas. Mais comme les gens aiment bien Teddy Riner et les trouvent compétent dans ce domaine, biais d'autorité, on va penser qu'il est compétent aussi pour juger une voiture. Ou alors, comme il est populaire, on va penser que Ford, c'est une bonne voiture. Ça, c'est le nouvel iPhone. Ça s'appelle le biais de la nouveauté. L'esprit humain, si c'est nouveau, il va se dire que c'est forcément mieux. C'est pour ça qu'il y a toujours des nouvelles recettes, nouveaux formats. On aime bien mettre nouveau. Le cerveau se dit, si c'est nouveau, c'est mieux. Ça trouve, c'est pas mieux. Pas forcément, pas de manière absolue. Et sinon, il y a ce qu'on appelle l'appel à la nature. Si c'est naturel, c'est mieux. Au minéral naturel. Naturel ne veut pas dire que c'est mieux. Un champignon vénéneux, c'est naturel. Je vous déconseille d'en manger. Donc, voilà. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est pas vrai. Mais de manière absolue, tout ce qui est naturel n'est pas bon. C'est un biais cognitif. On va en voir deux. En fait, pourquoi je vous parle de ça, de la fake news? Parce que ça va tromper notre cerveau. On va tomber dans ce biais et on va dire, tiens, c'est vrai, et on va même pas pouvoir vérifier l'information parce qu'on a envie d'y croire. Le biais de la popularité, par exemple, voilà, marque préférée des Français. Ah bah forcément, c'est une bonne marque. Peut-être pas. Peut-être que vos goûts sont différents de la majorité des Français, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais si les marques vont afficher ce label, c'est parce qu'elles savent que le cerveau va se dire, ah bah si tout le monde aime ça, forcément c'est bon. Les influenceurs sur Internet fonctionnent là-dessus. Ils disent, je suis suivi par des millions de personnes, il faut me faire confiance. Pas forcément, peut-être que vous avez tort, peut-être que vous êtes suivi pour d'autres raisons que votre expertise sur un domaine. Donc là, on a parlé d'Idiaro, j'ai rien contre lui, mais un de ses arguments, ça avait été, je suis suivi par des millions de personnes sur YouTube. Mais ça n'offre pas une expertise scientifique, ça. C'est juste la preuve que il avait de la pédagogie, ce qui était vrai. Mais ça ne donne pas une preuve scientifique. La popularité n'est pas une preuve scientifique. Et enfin, la Terre plate, il y a un moment, sur Terre, la majorité des citoyens pensaient que la Terre était plate. Est-ce que ça veut dire que la Terre est plate? Non. Sur un domaine scientifique, la majorité des citoyens peuvent avoir tort. D'accord? Parce que ce n'est pas une preuve. Alors, c'est différent de la majorité des experts d'un domaine qui, eux, ont une recherche là-dessus. Mais on peut tous se tromper sur un sujet. Si on a une preuve qui est contraire à ce qu'on pense, même si on est des millions à penser, on a tort. Et les biais de préférence,
c'est le fait que le cerveau a tendance à toujours vouloir confirmer ce qu'il pense déjà. Il n'aime pas se remettre en question. D'accord? Si vous pensez à quelque chose sur une personne, ça va être très très dur de vous faire changer d'avis. D'accord? Si vous soutenez un candidat qui n'a pas été élu, bah, c'est peut-être un peu la faute des sondages, etc. Ce n'est pas forcément la faute du candidat. Parce qu'on n'aime pas être pris à défaut. On n'aime pas admettre qu'on s'est trompé. On est tous comme ça, on tombe tous de ce pied. C'est le biais de préférence. D'accord? Si votre équipe de foot préférée gagne, c'est grâce à l'équipe de foot. Si elle perd, c'est à cause de l'arbitre. Parce qu'on n'aime pas admettre qu'on a tort ou que c'est trompé. Et là, par exemple, il y a cette photo qui est sur Twitter où il y a une personne qui est manifestement anti-vaccin qui dit voilà, ça c'est du sang de non-vacciné à gauche, rouge, bonne couleur pour le sang, à droite du sang vacciné, noir, pas de bonne couleur pour le sang. Si vous, et c'est le droit de tout à chacun, vous êtes sceptique du vaccin, méfier, etc., bah, vous allez avoir tendance à favoriser des preuves qui confirment ce que vous pensez. Même si ces preuves, c'est du ketchup et de la sauce barbecue. Parce qu'on a tendance à favoriser des éléments qui confirment ce qu'on pense, même si c'est des fake news. Donc c'est important sur un domaine de se dire, ok, je sais que j'ai déjà un avis là-dessus, et donc je vais avoir tendance à être très critique des preuves qui sont contraires à ce que je pense, et très tolérant avec les preuves qui confirment ce que je pense, même si ce n'est pas des vraies preuves, même si c'est juste une photo floue, même si c'est, voilà, si vous pensez que l'extraterrestre existe, n'importe quelle photo un peu floue du nombre de ciel, ça va être une preuve. Si vous n'y croyez pas, ce n'est pas une preuve. On estime notre niveau de preuve en fonction de ce qu'on pense déjà. Donc c'est intéressant de prendre du recul par rapport à ça pour se remettre en question. Et en conclusion, c'est quoi une fake news? Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a vu une définition assez classique. En gros, c'est une information contraire à l'état des connaissances. Mais forcément, c'est un peu plus compliqué que ça. La première chose, c'est que généralement, une fake news parle d'un truc qui est vrai. Il y a une origine qui est vraie. Par exemple, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur Twitter cette information où il est écrit un médecin a facturé un supplément de $40 à une patiente qui avait pleuré pendant la consultation. J'ai trouvé ça scandaleux, bien évidemment. J'étais de l'émotion. Et on voit, là je ne vois pas très bien, mais voilà, le brief assessment, je ne sais quoi. Il s'avère que ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, aux États-Unis, si le médecin vous pose 2-3 questions sur votre état de santé et que vous répondez, et ben hop, 40 € de plus parce que c'est une sorte de brief, de formulaire de comment vous allez. Donc, ce n'est pas exactement le fait d'avoir pleuré, c'est le fait d'avoir répondu à des questions sur sa santé. Je trouve ça tout aussi scandaleux, personnellement, mais ce n'est pas exactement ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est une pure fake news, puisqu'il y a un fond de vérité qui est tout aussi choquant, mais ce n'est pas exactement ce dont il est question. Et très généralement, les fake news se basent sur un premier postulat qui est vrai. On ne sait pas tout sur un sujet, donc peut-être qu'on a raison. Donc, il ne faut jamais déconnecter la fake news de où elle vient, et parfois, d'où elle vient, c'est quelque chose de pertinent, de vrai. Il faut séparer les deux. Et le dernier point, c'est l'effet de cadrage, et je vais finir là-dessus. Une information peut être vraie, mais induire en erreur. Par exemple, il y a quelques mois, je pense que c'est arrivé jusqu'ici, il y a du sable du Sahara qui est remonté et qui a couvert les voitures. C'est un très bon souvenir pour tout le monde. Certains journaux ont dit que ce sable était radioactif. Factuellement, c'était vrai. Avec les essais nucléaires français, le sable était radioactif. Mais qu'est-ce que ça fait? Quelle émotion ça provoque, ce titre? L'inquiétude, la peur. La radioactivité, c'est anxiogène. Il s'avère que ce sable était très très peu radioactif. Il était moins radioactif qu'une banane, qu'un être humain, parce qu'on est aussi radioactif. Donc, l'information sur ce sable radioactif est totalement vraie, mais elle induit en erreur. Elle provoque une émotion qui n'est pas nécessaire, qui est l'inquiétude. D'accord? Et ça, forcément, des journaux, des articles Facebook, etc., vont jouer dessus. L'information n'est pas fausse. Ce n'est pas une fake news, mais elle est présentée de telle manière qu'elle va induire en erreur, qu'elle va provoquer une émotion qui n'est pas légitime face à l'information. Donc méfiez-vous quand les informations sont un peu tronquées, parce que généralement elles sont tronquées pour susciter l'émotion, pour donner envie de cliquer, et induire en erreur, et nous faire nous inquiéter pour des choses qui ne sont pas vraies, par exemple. Tout ça n'était pas dangereux. Donc voilà. Donc ça, et ça, je voulais faire ça pour justement vous montrer un petit peu. Après, c'est juste merci. L'idée, c'est de vous montrer que la notion même des fake news, en fait, ne fait pas tout. L'information peut être vraie et induire en erreur. L'information peut être vraie et fausse en même temps. Ça dépend de son évolution. Et justement, cette nuance-là, on va la voir avec mon confrère juste ici pour la deuxième partie de cette conférence. Merci beaucoup, super transition. Je peux t'emprunter la télé. Merci beaucoup. Très bonne transition, merci beaucoup. Donc moi, je vais parler du coup d'une manière un petit peu différente avec un point de vue qui est le mien. Donc je suis linguiste, je suis professeur de sciences du langage à l'université de Cergy, pas très loin d'ici.
Alors, par rapport à ce que tu dis en solution, ça me fait penser en fait un des grands principes en fait qu'on a en linguistique et puis aussi ce qu'on appelle la sémiologie, c'est-à-dire la science des signes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on interprète différents signes, qu'ils soient langagiers ou iconiques, les panneaux de circulation, etc. C'est ce qu'on appelle le point de vue sur l'objet. En fait, on dit c'est le point de vue qui détermine l'objet. Et on a toujours un exemple pour faire comprendre aux étudiants au début, c'est la couleur de la neige. Par exemple, si je vous demande de quelle couleur est la neige, vous allez me dire normalement. La neige est... Non, merci. Voilà. Et en fait, il se trouve que par exemple chez les Inuits ont une dizaine, alors c'est pareil, ça fait un peu fake news parce que en fait, à chaque conférence, les gens rajoutent un nombre. J'avais vérifié, je crois que c'est 11. Ils ont 11 termes pour désigner la couleur de la neige. Parce qu'en fait, la neige fait partie de leur quotidien pratique et ils ont la neige pour pêcher, la neige fondue, la neige. Parce qu'en fait, s'ils n'ajustent pas leur pratique en fonction de la couleur de la neige, ben, peut-être qu'ils vont tomber dans une crevasse, peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir faire un certain nombre de choses. Et ce qui veut dire aussi que par rapport à ce nombre de termes qu'ils ont pour désigner la neige, ils la perçoivent différemment de nous. Pourtant, on a les mêmes yeux, on a le même type de cerveau, etc. Mais le fait d'avoir des termes supplémentaires pour désigner la neige va faire qu'ils vont pouvoir discriminer à l'intérieur d'une palette de blanc différents types de couleurs, alors même que nous, on va avoir du blanc. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours intéressé dans la discipline de la linguistique, c'est qu'en fait, en fonction des termes qu'on choisit, on perçoit la réalité différemment. D'habitude, on a toujours tendance à penser que les mots qu'on a sont là pour décrire le réel. Et en fait, c'est plutôt l'inverse presque. C'est-à-dire que c'est grâce aux mots qu'on a qu'on perçoit le réel d'une manière différente. Il y a eu quelques années, il y a eu une polémique dans les titres des journaux, par exemple, sur l'usage du mot migrant et réfugié. Et bien ça, c'est un exemple aussi typique, c'est-à-dire que le fait de choisir l'un ou l'autre des termes, peu importe lequel on veut, va assigner en fait au référent un certain statut et une certaine perception. C'est-à-dire qu'on va projeter notre perception aussi sur ce référent et avec des implications juridiques, etc. C'est-à-dire que si c'est réfugié, ça donne un certain nombre de droits, de prérogatives, alors que si c'est migrant, c'est dans d'autres considérations, etc. Pourtant, le référent est le même, c'est-à-dire qu'on a les mêmes personnes qui viennent, mais par contre, on va avoir des termes différents qui vont être utilisés pour les désigner, et en fonction de ces termes, on va les percevoir d'une manière différente. Donc voilà, ce sur quoi je vais essayer de vous sensibiliser, puisque toute la dimension, on va dire, argumentative, informationnelle a précédemment été très bien traitée, c'est de voir voilà, comment est-ce que, d'une manière ensuite un peu plus précise au niveau linguistique, on peut essayer d'utiliser aussi ces éléments pour exercer son esprit critique. Et de la même manière que ça a été dit précédemment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal. Voilà, on est tous confrontés à des flux de discours, que ce soit en contexte scène pandémique, en contexte électoral. Il n'y a pas les bons et les mauvais, et les justes et les traîtres. C'est essayer de se positionner par rapport à tout ça et de faire attention à la manière dont on peut aussi être influencé de manière inconsciente. Alors, les fake news, hein, c'était un peu après justement l'élection de Trump aussi. On en a beaucoup parlé. Il y a des collègues du CNRS qui ont fait une grosse étude à l'Institut des systèmes complexes sur le prétendu tsunami de fake news, justement. Et eux, en fait, ont montré qu'il y avait finalement assez peu de fake news qui s'étaient présentées dans l'élection présidentielle 2017 et que bon, bah, finalement, cette espèce d'écran de fumée qu'on avait, c'était quelque chose qui était peut-être un peu anecdotique. Donc pendant un an, une équipe de chercheurs a décrypté 60 millions de tweets grâce au politoscope et ils ont montré, normalement, vous voyez, sur 60 millions de tweets, ils ont recueilli que 4888 tweets comportant un lien référencé comme une fausse information par les décodeurs du monde. Alors d'ailleurs, je pourrais prendre la même méthodologie qui a été faite avant sur l'article dans demain, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que l'article, quand c'est sur le blog de Jean-Marc Morandini, nous montre que en fait, ce tsunami des fake news n'existe pas, qu'il n'y a pas de fake news. En fait, quand on regarde, c'est en fonction des critères du décodeur du monde. Vous savez, c'est un site qui débunk, entre guillemets, des fake news et qui va traquer justement les fake news. Donc, il a sa liste de fake news, genre Mélenchon a une Rolex, par exemple, c'est une fake news. Et si quelqu'un partage, enfin en 2017, peut-être que depuis, il en a acheté une, mais enfin vrai. Voilà, en tout cas, il va traquer ça et on va voir dans les tweets, bim, une fake news, bim, de fake news, etc. Et on va compter les fake news. Ça veut dire que déjà, il y a un présupposé que ce qui est fait par les décodeurs du monde, qui n'est absolument pas, on va dire, un critère, enfin, qui n'est pas fait pour être utilisé par des scientifiques comme grille d'analyse, qui est plutôt pour aider les citoyens à repérer des fake news, va être utilisé comme grille de lecture dans une étude scientifique. Peut-être que c'est bien, mais peut-être que c'est pas suffisant. Et ensuite, va permettre de démontrer
qu'il n'y a pas beaucoup de fake news. Donc il y a aussi un effet un peu serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que en fait on va avoir peut-être le haut de l'iceberg, mais on va pas avoir justement toutes les fake news qui sont un peu plus complexes parce que les décodeurs du monde ils n'ont pas le temps d'analyser toutes les fake news, donc ils vont prendre les plus populaires, les plus grosses, les plus massives. Et peut-être que justement dans la communauté des militants, c'est pas ces fake news qui sont partagées beaucoup parce qu'on sait que c'est pas crédible et que si on veut opposer un argument politique à des militants dont on est opposé, si on dit à un insoumis Mélenchon et une Rolex, il va dire, enfin, je veux dire, ça va pas beaucoup le toucher parce que c'est tellement grossier que finalement ça n'a peut-être pas beaucoup de portée. Donc finalement, les études qui montrent que les fake news c'est pas si partagé que ça, je sais pas dans quelle mesure finalement il faut leur faire confiance si elles considèrent simplement la véracité de l'information et des informations assez basiques de cette manière-là. Ouais, donc ça pose plusieurs problèmes. Hein. Quelle est la validité des entre guillemets fake du point de vue du décodex pour la recherche scientifique? Et j'ai rien contre le décodex ni contre ses collègues hein, qui travaillent très très bien, mais c'est comment est-ce qu'on fait l'analogie finalement entre un critère, on va dire, de journalistique et un travail scientifique. Quel point de vue, quel sens aussi sont conférés au partage des fake news? Je veux dire, si je partage Mélenchon à une Rolex, peu importe, hein, je dis ça parce que c'est un des exemples qu'il donne, hein, mais en disant justement haha, mais n'importe quoi, que je commente de cette manière-là, je partage la fake news, mais je la partage en la mettant en distance, en étant ironique. Donc du coup, je suis compté comme un partageur de fake news, alors même que je la mets à distance et je la critique. Donc voilà, c'est un peu... Comment est-ce qu'aussi on peut, ces types de recherches, vous voyez, il y a des universitaires qui disent que les fake news, il n'y en a pas beaucoup. Je peux m'en servir comme argument d'autorité si je suis un politique. Donc vous voyez, ce que je dis, c'est vrai, puisque finalement, dans une élection, il y a si peu de fake news qu'on n'est pas des gens qui font... voilà. Et inversement, on peut tout catégoriser comme fake. Finalement, dès qu'on n'est pas d'accord, c'est ce qui a été dit un peu précédemment, avec quelque chose, voilà, on va dire c'est faux, ou je ne suis pas d'accord avec ça, donc c'est faux. Donc ça pose vraiment pas mal de problèmes voilà, chercheur. Et il y a cet auteur qui s'appelle George Lakoff, que vous pouvez suivre sur les réseaux, il est assez actif, c'est un peu comme Noam Chomsky, c'est des linguistes, on va dire, canoniques, qui ont beaucoup œuvré dans le domaine scientifique et qui se sont reconvertis, je peux dire, en intellectuels. En tout cas, ils sont assez engagés justement sur ces questions de pensée critique et d'explicitation d'un certain nombre de discours contemporains. Et il a, je pense que c'est là, c'est directement là, voilà, c'est ça. Il parle du sandwich de vérité. Je vais revenir après. Par rapport justement à la propagande de Trump. Donc j'ai remis aussi l'exemple de Trump, hein, c'est comme mon collègue, c'est que c'est un exemple un peu canonique à la fois parce qu'il est fondateur, aussi parce qu'il est un peu loin de chez nous, donc ça évite de prendre des exemples politiques français qui pourraient être polémiques ou qui pourraient introduire du dissensus. Et puis surtout, voilà, c'est quand même des choses qui sont très très visibles et compréhensibles. Et en fait, ce qu'il montre très bien, je pense que c'était un article. En fait, j'ai découvert ce sandwich de vérité par Marianne, en fait, qui m'a dit vous êtes linguiste, il y a un linguiste qui s'appelle Lakoff qui a fait le sandwich de vérité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En général, c'est pareil. Statut de l'expert universitaire, quand on nous pose ce genre de trucs, on ne sait pas, mais en fait, on dit bon, je vais me renseigner avant de répondre. Donc, avant de répondre au mail, on regarde un petit peu, on essaye de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et effectivement, donc là, j'ai vu toute une littérature assez importante sur cette question du sandwich de vérité. L'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que pour propager des fake news, en fait, on va introduire différentes couches, comme dans un sandwich. En fait, on a du pain, on a aussi, je sais pas moi, du jambon, du fromage, du cornichon, etc. Et on va introduire comme ça des petites doses de fake news entre différentes couches. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire quelque chose qui est complètement faux, mais on va dire quelque chose qui est vrai en introduisant à l'intérieur des petits morceaux de mensonges, parce que c'est des mensonges qui nous arrangent bien. Voilà, le parti de machin, qui est pourtant un parti antidémocratique, a fait un score très bon aux élections et va maintenir un certain nombre de candidats au deuxième tour. Je donne une information qui est vraie, c'est-à-dire qu'ils ont fait un bon score, ils ont maintenu des candidats, ils ont des bonnes chances d'avoir des députés. Mais entre deux virgules, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté qui est un parti antidémocratique, quelque chose que j'ai dit. Du coup, j'ai mentionné un petit élément qui n'a rien de factuel, en tout cas dans le cas qui n'est pas vrai, et qui a une sorte aussi de statut de présupposé. C'est-à-dire que en le mettant comme ça entre virgules, on a l'impression qu'on est d'accord entre nous sur le fait que c'est un parti antidémocratique. Le Conseil général, qui est une institution de grande renommée dans le Val d'Oise et qui brille par sa reconnaissance, m'a invité ce matin pour donner une conférence. Un large public était présent et nous avons bien échangé avec mon collègue, avec le public.
Bon, bah, entre guillemets, vous voyez, j'ai mis toute une flatterie autour du Conseil général, qui est peut-être vrai que c'est une institution d'une grande aura, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais vous voyez, je l'ai mis comme ça d'une manière un peu présupposée, entre virgules, entre parenthèses. Donc, on a l'impression comme ça que c'est quelque chose qui est une évidence, du sens commun, tout à l'heure on parlait du bon sens, qui est partagé par tous, mais qui pourtant est très subjectif et qui relève finalement de ma propre perception de cette institution ou du parti dans lequel tout à l'heure. Donc en fait, je dis des choses factuelles, je dis des choses vraies, et j'insère des petits morceaux d'éléments, alors qu'ils ne sont pas forcément faux au sens contre la vérité, mais qui sont subjectifs, qui sont mon point de vue, qui sont là pour emporter l'adhésion, etc. Et moi, j'ai commencé en fait à faire de la linguistique exactement pour cette raison-là. En 2002, élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen passe au second tour, peu importe l'avis qu'on a dessus. Mais en fait, quand j'écoutais ses discours, il utilisait plein de manières comme ça, en fait, d'introduire des présupposés. On appelle ça des présupposés en linguistique, c'est-à-dire des choses qui sont posées comme des évidences, des choses qui sont partagées avec son auditoire, alors même qu'elles ne le sont pas forcément. Et j'ai trouvé que cette rhétorique était vraiment très très forte, c'est-à-dire que j'oblige mon interlocuteur à admettre quelque chose pour pouvoir suivre mon raisonnement et aller contre moi. Et donc voilà, visiblement ça avait fonctionné à l'époque. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment faire quelque chose comme ça, pas pour lutter contre un parti, enfin c'est pas la question de ça, c'est plutôt pour sensibiliser les électeurs en contexte électoral à l'argumentation politique et à savoir faire la part des choses entre voilà, ce qui relève de l'argument et ce qui relève justement du présupposé et presque de la manipulation quelque part. Alors un exemple de Donald Trump, je vais traduire, la Congresswoman Marine Waters, donc la députée Maxine Waters, une personne avec un QI extrêmement bas, est devenue, avec Nancy machin, la face du Parti démocratique. Donc vous voyez, entre virgules, un extraordinary low IQ person. C'est-à-dire qu'en gros, il introduit d'une manière discrète, comme ça, que c'est une personne avec un faible QI. Et ensuite, toute la suite qui dit, je ne veux pas dire que c'est vrai, elle est devenue la vitrine du Parti démocratique, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. Donc en fait, on lit le message, on le prend d'une manière politique, mais en fait, en deçà, finalement, qu'est-ce qu'on a perçu et qu'est-ce que notre cerveau va retenir aussi la prochaine fois qu'on va lui parler de Maxine Waters, c'est que c'est une personne avec un faible QI. Donc elle est stupide. Donc dès qu'elle va nous parler, en fait, on va décrédibiliser sa parole parce que voilà. Donc sandwich de vérité, c'est exactement ça. C'est que on met des couches comme ça et hop, subrepticement, on va mettre un petit morceau d'une fausse information ou en tout cas d'un point de vue personnel, d'un point de vue subjectif. Et ce genre de message, hein, vous voyez le nombre de partages, le nombre de likes, etc. C'est des choses ensuite qui sont partagées, qui circulent, qui sont amplifiées sur les réseaux sociaux aussi. Donc tout à l'heure dans le discours d'introduction, on nous disait on a tous nos téléphones, etc. C'est vrai qu'on consomme beaucoup l'information de cette manière-là. Ce qui a été dit précédemment, qui partage l'information, si c'est quelqu'un qu'on a confiance. Et puis il y a les algorithmes aussi des réseaux sociaux qui sont là pour faire remonter forcément les messages qui sont les plus populaires point de vue algorithmique. Et donc, si je m'intéresse à la politique, si je m'intéresse à la politique américaine, forcément, Twitter va me proposer, même si je ne suis pas abonné à Donald Trump, ce tweet comme étant potentiellement intéressant pour moi. Donc, cette information, vous voyez, du bas QI de cette personne, elle va se diffuser d'une manière très virale et va pouvoir influencer ensuite les gens, c'est-à-dire qu'ils vont garder dans leur représentation le fait que c'est une personne stupide, alors même que c'est le point de vue de Trump et qu'on peut supposer que c'est probablement pas le cas. Voilà, donc ça c'est une collègue qui s'appelle Cécile Albi, justement, qui a montré que inversement, vous voyez, Trump, il fait beaucoup de, alors false, mais c'est misleading statement qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est des erreurs par omission ou c'est des erreurs d'appréciation un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas complètement des fausses informations au sens où elles sont contraires. Enfin, elles sont opposées à la vérité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des manières de dire les choses et des manières de présenter le réel qui sont orientées. Oui, donc il arrive à 5000 quand même sur un certain nombre de temps, sur 32 jours, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire que finalement, très souvent, quand il présentait des informations ou qu'il communiquait des choses, en fait, il y avait toujours cette espèce de biais sur le réel qui est en fait son point de vue particulier sur un objet, et toujours avec cette idée justement d'introduire quelque chose qui est faux
du point de vue voilà, du réel, en tout cas tel qu'il pourrait ou devrait être partagé par les citoyens. Ouais, donc ça, c'est vraiment important et c'est très compliqué aussi à être sensibilisé à ça, c'est-à-dire cette espèce d'amalgame dans un discours. Il y a beaucoup d'informations et quand on écoute n'importe qui, enfin, politique, médiatique, etc., le discours est en continu, il y a un débit de parole qui est souvent assez long, il y a des mots parfois qui sont complexes, donc ça s'attarde un petit peu dessus. Et en fait, on a du mal à appréhender la structure vraiment d'un discours et d'essayer de repérer justement qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est posé comme étant présupposé et finalement sur lequel on serait tacitement d'accord. Et si on arrive à repérer ça, ce qui est important de se demander aussi, c'est finalement, est-ce que je suis d'accord avec ce présupposé qu'on me présente comme étant partagé? Est-ce que je suis d'accord avec le fait que cette personne a un faible QI? Je peux l'être, dans ce cas-là, ok, mais je peux ne pas l'être. Et dans ce cas-là, je me dis, bah, tiens, c'est bizarre, parce que finalement, on me présente quelque chose comme une évidence, alors même que c'en n'est pas une. Donc on essaye quelque part de m'influencer, ou en tout cas de me faire admettre quelque chose qui n'est pas admissible de mon point de vue. Donc il faut vraiment être aussi très attentif à ça. Donc c'est ce que j'appelle un peu une distorsion du réel à travers le sens, les idéologies, la perception. Enfin, c'est vraiment le cœur de mon travail de chercheur en tant que linguiste, c'est essayer de voir finalement comment est-ce que on perçoit le réel, je mets des guillemets, parce que justement le réel n'est jamais que le regard et le point de vue qu'on va porter sur lui, en fonction justement de sa propre perception, mais cette perception, elle n'est pas que cognitive, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai mon cerveau qui va voir quelque chose que je vais y associer le même sens que tout le monde. Et il y a une époque, par exemple, j'ai travaillé, quand je suis arrivé à Cergy, je viens de province et tout, et il y avait des collègues qui travaillaient, comme on est en université de banlieue ou en banlieue, sur l'expression jeune de banlieue dans la presse, par exemple. Et c'est très intéressant de voir justement comment est-ce que la perception autour de ces référents. Bien, vous croisez une personne avec un sweat, capuche, basket, etc. En général, on va percevoir ce référent de différentes manières en fonction du contexte. Si c'est devant la salle de sport, par exemple, bon, bah ouais, c'est quelqu'un qui va faire du sport. Si par contre c'est dans un hall d'immeuble à une heure tardive, etc., bah, vous allez associer un autre stéréotype finalement pour ce référent, alors que c'est peut-être la même personne qui vient de la salle de sport et ensuite est rentrée. Mais selon le contexte, selon la perception que vous allez en avoir, vous allez assigner différents rôles en fait à cet objet du monde et vous allez le catégoriser de différentes manières. Donc c'est vraiment intéressant aussi de voir comment est-ce que finalement un même humain ou un référent peut être catégorisé de manière différente. Alors j'avais fait un billet de blog, vous pourrez le trouver facilement sur le Huffington Post, c'est ma petite anecdote du jour, et ça va mettre aussi le lien avec la question de l'expertise, donc vous reconnaissez Alain Finkielkraut, qui est philosophe alors si j'ai rien contre lui personnellement, mais en fait il y a un été, BFM m'avait juste après l'élection de Macron m'avait demandé de faire des décryptages de mots, ils appelaient ça les mots de Macron. Et donc, il y avait 5 mots et ça devait être diffusé chaque matin dans les matinales. Donc, il y avait Startup Nation, il y avait irénisme, il y avait je sais plus quoi, enfin voilà. Donc, on avait fait nos séquences, il était venu à l'université, vous savez, on avait fait des plans, je rentrais dans la salle, je faisais semblant d'écrire au tableau. Enfin, j'avais passé du temps et tout. Et puis, sur les décryptages aussi, j'avais vraiment passé du temps pour essayer de faire ça bien. Et puis ils m'ont dit ça sera diffusé au mois d'août. Donc j'étais en colloque à l'époque au Canada, donc je ne pouvais pas voir. Et j'avais dit à ma famille, surtout regardez BFM le matin et tout, vous allez me voir. Et je reviens de congrès, et personne me dit non, t'as pas vu, c'est bizarre, t'étais pas là, machin. Donc je cherche sur internet et je vois les mêmes mots de Macron avec les analyses, mais par notre ami Alain Finkielkraut. Donc en fait, BFM, ils ont dû chercher, ils avaient leur liste d'experts. J'étais en bas de la liste, je leur ai dit oui, ils étaient contents. Et puis ils ont eu quelqu'un qui était plus haut dans la liste, plus connu, machin. Donc ils m'ont remplacé. Bon, avec tout le tact que ça peut avoir de ne pas prévenir son expert après en lui disant finalement on vous a pas passé. Donc ça, de toute façon, ça fait aussi partie du jeu de l'expertise médiatique. Bon, et puis une fois que j'ai ruminé un peu le truc, je me dis je vais regarder les vidéos parce que je vais peut-être apprendre quelque chose. Et là, en fait, j'étais catastrophé parce que toutes les analyses étaient fausses. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de bon linguistiquement. Là, vous voyez, c'est le mot irénisme, par exemple. Irénisme, ça veut dire, si vous prenez. Alors, en fait, ce qu'a fait notre ami derrière, il a beaucoup de dictionnaires. Donc, il a dû prendre le dictionnaire, regarder irénisme, recherche du consensus, éviter les opposés.
Alors ça, quand il y a Macron, c'est du pain béni, quoi. Éviter les opposés, consensus, c'est le et en même temps, ça marche très bien. Et donc, il y a tout un laïus, là, dans la vidéo que je vous fais une capture d'écran, sur c'est en même temps la GPA, la PMA, et en même temps tel truc. Donc, on a voilà, toutes les choses sur lesquelles Finkielkraut n'est pas d'accord en termes de trop libéral, etc. Donc, il y a un boulevard contre Macron. Sauf qu'en fait, moi, BFM nous avait passé quand même des bouts de corpus, parce que quand on est linguiste, on regarde les mots dans leur contexte. Et le mot irénisme dans le contexte, c'était un discours dans le cadre d'un sommet franco-allemand par rapport à l'armistice de la Première Guerre mondiale, et Macron disait qu'en fait, le fait d'avoir imposé la paix aux Allemands à cette époque-là, alors que beaucoup en fait étaient encore dans une attitude un peu belligérante et en tout cas pas prêts à assumer la paix vis-à-vis des Français, c'est ça qui avait favorisé la montée du nationalisme et ensuite du nazisme, et que irénisme, c'était le sens étymologique. Irénée, en fait, ça veut dire paix. Et donc, irénisme, ça veut dire l'idéologie de la paix, c'est-à-dire la paix avant tout, imposer la paix. Donc, ce que disait Macron dans ce discours, c'est que si on avait, comme on a imposé la paix au peuple allemand sans qu'il en soit prêt, ou en tout cas, il n'était pas encore dans des bonnes dispositions, c'est ça qui avait finalement laissé un ressentiment vis-à-vis des étrangers, de la France en particulier, et donc qui avait induit cette belligérance. Donc, dans ce cas-là, le mot irénisme n'a rien à voir avec recherche du consensus et en même temps, etc. Et donc, notre ami Finkielkraut fait complètement un contresens par rapport à ça. Évidemment, personne ne l'a vu, puisque personne n'est allé regarder l'analyse du mot, etc. Donc, c'est ce que je disais dans mon titre de blog, parce que du coup, je me suis retrouvé bien dépourvu avec un ruminé tout seul. Donc, j'ai fait voilà, un article. En plus, je crois que je l'ai publié le jour où Nicolas Hulot a démissionné de son poste de ministre, ce qui fait que je vous dis que mon billet de blog est passé à la 14e page de Finkielkraut, et donc personne ne l'a jamais lu, mais peu importe, du coup, j'en profite. Voilà, donc c'est rageant à plein de titres, parce qu'en fait, on peut dire que c'est une fake news aussi, peut-être, puisque du coup, voilà, Finkielkraut fait une expertise en tout cas erronée, qui circule, qui est diffusée, vous la trouvez encore sur YouTube, tout le monde va trouver que c'est formidable et qu'il a raison et que c'est une très bonne analyse des mots de Macron, pas des discours de Macron, parce qu'évidemment, il n'est pas allé regarder dans le corpus. Et après, du coup, je m'étais amusé à regarder aussi quelle est la formation de ce linguiste académicien. En fait, bon, c'est quelqu'un qui est. Alors, je ne dis pas que les diplômes font l'expertise, hein, mais on l'appelle philosophe, par exemple, c'est quelqu'un qui a une maîtrise de philosophie. Je connais plein de gens qui ont des maîtrises de quelque chose, voire plus, des masters. Et si vous avez un master d'économie, est-ce que vous vous dites que vous êtes un économiste? Est-ce que vous avez un master d'histoire, est-ce que vous êtes historien? Donc voilà, donc je ne dis pas que c'est simplement, après c'est aussi quelqu'un qui est agrégé de lettres modernes, donc il connaît bien la littérature, je ne dis pas que c'est pas un homme de lettres, pas quelqu'un de cultivé, mais c'est pas une démarche scientifique, c'est-à-dire que là on lui a demandé, en gros, on lui a demandé une expertise, et ce qu'il a fait, il a donné son avis. Ça revient à ce que Antonin disait tout à l'heure. Alors que, bah, moi je disais tout à l'heure, moi ça m'a pris du temps, bon, pour rien, si pour un billet de blog, mais voilà, je suis allé essayer de comprendre Irénée, irénisme, regarder les différents sens, remonter à l'étymologie, prendre des dictionnaires d'histoire de la langue pour essayer de comprendre, et puis surtout resituer dans le corpus. Pourquoi à ce moment-là, Macron utilise ce mot? Ok, on a l'habitude d'avoir des mots un peu perlimpinpin, machin, etc. Ok, c'est rigolo. Mais précisément, pourquoi il fait ça, à quel moment, et quelle est la fonction de ce terme? Voilà, donc attention aux expertises, et puis surtout attention à cette espèce de transparence des mots. Je en parlais tout à l'heure. Voilà, les mots en fait connotent aussi le réel et sont très importants sur la manière dont on le perçoit. Deuxième billet de blog, donc parce que c'est comme ça, si ça vous intéresse, après vous pourrez aller regarder un peu dans le. J'ai pas mis, ouais, sur Raoult, alors exactement comme Antonin tout à l'heure, hein, j'ai rien ni pour ni contre, et en fait, moi ce qui m'avait intéressé de voir, c'est toute la controverse autour de ce personnage finalement et de ses études. En fait, une grande partie venait de la médiatisation, de la surmédiatisation, aussi de la polarisation, c'est-à-dire le fait d'opposer comme ça des points de vue très tranchés, et puis avec des personnalités comme ça très clivantes, c'est-à-dire des gens qui sont très assurés. Et je pense qu'ils ont pris aussi cette assurance du fait du jeu médiatique, ils se sont pris un peu au jeu peut-être. En général, ce que disait aussi Antonin, quand on est scientifique, le doute fait partie de notre quotidien. Ce qui est vrai un jour peut être faux le lendemain. La vérité scientifique, qu'est-ce que c'est quand on publie des articles? C'est on a une expertise en double aveugle, c'est-à-dire qu'on a deux experts qui vont analyser notre travail, qui vont émettre un avis. Si les deux avis sont positifs, l'article est publié. S'il y a un positif, un négatif, parfois on va demander un troisième expert qui peut être pour. Donc imaginons mon article est publié, bah, j'ai eu 2 pour, 1 contre. Peut-être qu'en fait celui qui était contre, alors il va me donner des conseils, etc. Je vais peut-être modifier, réécrire un peu mon papier.
Mais au final, voilà, il a fait consensus relativement par rapport à une communauté. Et ce qui fait foi dans la science, c'est le jugement des pairs qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est sa communauté qui va valider en fait la validité des travaux qu'on va pouvoir faire. Donc, je soutiens une thèse, j'ai un jury de 4, 5, 6 personnes qui sont des experts de mon domaine. Deux vont être des pré-rapporteurs, c'est-à-dire qu'ils vont justifier que ma thèse a le droit d'être soutenue parce qu'elle répond aux critères, etc. Et ensuite, je vais soutenir ma thèse publiquement, donc les gens peuvent venir voir. Ça veut dire que si je dis des énormités, il y a du public qui va pouvoir le voir, éventuellement le retranscrire. Et puis, j'ai 5 ou 6 experts devant moi qui vont chacun juger mon travail à l'aune de leurs compétences, et ensuite ils vont rédiger un rapport de thèse qui va être dans mon dossier. Et donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière anodine, de la même manière pour les conférences, etc. On soumet des propositions de communication qui sont expertisées par un comité scientifique. Ensuite, si on doit publier des articles de la même manière, on est expertisé. Donc c'est quelque chose voilà, qui est très sérieux. Et la difficulté, c'est que quand ça se médiatise, justement, on perd un peu cette traçabilité et on a tendance parfois à aller un peu plus vite que la machine. Et la presse en joue aussi, et cette capture, je ne sais plus sur quel journal c'est, je crois que c'est LCI, sur une page, vous voyez, exclusif, donc exclusif, hein, déjà, alors qu'on est sur un sujet scientifique, donc c'est déjà presque antinomique finalement de jouer le buzz sur quelque chose qui est censé être sérieux. L'iconoclaste virologue marseillais, bon déjà on peut s'arrêter là. On présente une figure scientifique, peu importe ce qu'on en parle, comme iconoclaste, et le fait qu'on le qualifie aussi de Marseillais, c'est pas que l'aspect géographique. Il y a tout le côté Paris-Province qui va rejouer, etc. Donc, une sorte de contre-discours par rapport au discours dominant, les discours des ministères, etc. Donc, finalement, dans cette appellation iconoclaste virologue marseillais, on n'a qu'un seul terme qu'on aurait dû avoir théoriquement, virologue, puisque c'est ça son expertise. Et pour autant, en fait, l'éditorialisation de cette interview, en fait, déjà travestit en quelque sorte le point de vue qu'on va pouvoir avoir dessus. C'est-à-dire que tout de suite, on va dire ça va être transgressif, ça va être extraordinaire. Ça va être, et pour des gens justement qui sont sensibles à ces discours alternatifs, discours conspirationnistes, complotistes, peu importe encore une fois l'avis qu'on a sur le sujet, mais c'est quelque chose qui va emporter plus facilement l'adhésion. Puisque voilà, on nous ment, le système nous ment, les politiques nous ont caché des choses. Oui, il y a eu des mensonges, il y a eu des manquements, il y a eu plein de choses, etc. Mais du coup, si ça nous enjoint ensuite à être très suspicieux vis-à-vis des conseillers scientifiques ou autres, forcément, quand on va voir ça, on va, voilà, puisqu'iconoclaste, c'est pareil, ça peut être quelque chose de très, très positif, parce que c'est hors de la norme, c'est transgressif, etc. Voilà, donc en fait, par rapport à ce titre-là, voilà, il faut faire très attention à cet aspect spectaculaire aussi de la science qui est nocif justement pour le débat, ça rend le débat peu sain, quoi. Et puis et se méfier aussi, c'est un peu anecdotique aussi, mais les experts qu'on voit quand on parle, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas être expert de tout. Nous, on appelle ça les toutologues, des fois. C'est-à-dire les experts de tout, il y en a avec leurs écharpes rouges, etc. Il y en a plein, qui ont un avis. Un jour, c'est le Covid, après, c'est la guerre en Ukraine. Je veux dire, vous avez les mêmes experts sur le Covid et sur la guerre en Ukraine. Soit c'est des gens vraiment très, très intelligents, soit c'est des gens, justement, qui ont une expertise qui est quand même toute relative. Voilà, il faut savoir aussi, je parlais tout à l'heure de BFM, une fois, vous savez, quand Mélenchon s'était filmé, on atteint mon autorité, parce qu'il y avait une perquisition chez lui. Moi, j'étais en cours, je reçois un appel à midi, on me dit le matin, il s'est passé ça, Mélenchon, est-ce qu'on peut vous interviewer? Alors, je leur dis, écoutez, j'ai pas suivi, il faudrait que je me renseigne. Et tout, non, mais c'est pas grave, on vous envoie une caméra, machin. Je dis, je sais pas, non, j'ai pas d'avis, j'ai pas d'expertise. Et en fait, ce dont on se rend compte aussi, c'est que la fréquentation des plateaux et des expertises est aussi proportionnelle à la proximité que peuvent avoir ces experts à Issy-les-Moulineaux, ou les studios de télé, quoi. Donc, quand vous faites cours, moi je enseigne aussi à l'IUT à Sarcelles, je suis à Cergy et j'habite en banlieue, forcément vous êtes moins réactif, vous avez une vie à côté, votre enfant à aller chercher à l'école, machin et tout, donc vous attendez pas avec votre rond de serviette sur les plateaux télé, donc forcément il y en a dont c'est le job. Je dis pas qu'ils font mal leur travail ou que c'est une conspiration des experts de plateau télé, mais c'est un peu dommage parce qu'en fait le rythme médiatique fait aussi que ça favorise les gens qui sont disponibles et dont c'est finalement le fonds de commerce de rendre des expertises un peu sur tout.
Et que, alors qu'il y a plein d'universitaires ou d'experts partout, dans toutes les universités, de banlieue, mais des provinces aussi, qui ont des avis beaucoup plus pertinents, beaucoup plus informés, tout simplement parce que c'est leur sujet de recherche, parce que c'est leur travail et qu'ils ont consacré des thèses, des années, etc., à travailler dessus. Et donc, et ce que disait Antonin tout à l'heure, il faut leur faire confiance. C'est-à-dire que c'est des gens dont c'est le travail, ils le font sérieusement. Voilà, et on n'est pas capable d'aller regarder des papiers scientifiques dans tous les domaines. Enfin, moi, je suis linguiste, je sais lire des papiers en linguistique, mais en virologie, une fois, j'essayais pour m'amuser d'aller en ouvrir un, j'étais incapable d'aller plus loin que l'introduction. Et quand je vois des collègues, des gens que je connais qui partagent ça sur Facebook en disant ah, lisez ça, c'est super intéressant, ça prouve que blablabla. Comment ils font pour comprendre alors que c'est des gens qui ont arrêté les sciences en troisième? Enfin, moi aussi, je veux dire, peu importe, mais je n'ai pas les compétences pour juger de la qualité d'une analyse scientifique, randomisée ou pas randomisée. Donc, il y a plein de gens qui partageaient ça sans savoir d'ailleurs ce que ça voulait dire randomisé, par exemple. Donc, c'est assez amusant. Bon, je digresse. Okay. Donc, pour ce genre de choses, un peu de pub, ça c'est le genre de projet qu'on fait avec mes collègues à Cergy. C'est-à-dire qu'on essaye en fait d'outiller les citoyens. Donc là, c'était pour 2017, on avait fait ça le projet IDEO 2017, où en fait, les internautes, par exemple, c'est toujours en ligne, hein, vous pouvez aller voir, pouvaient cliquer sur les candidats ou des mots, et on proposait des analyses statistiques. Alors, pas qu'il y avait les fameux nuages de mots que les gens aiment bien, mais il y avait d'autres graphiques et d'autres comptages qui permettent justement d'objectiver un petit peu les calculs sur qui dit quoi, qui parle comment, etc., avec un petit moteur de recherche aussi, voilà, à partir des corpus de tweets. Donc, on récupérait tous les tweets des candidats au jour le jour pendant l'élection, et on proposait comme ça aux gens de faire des mesures des discours des différents candidats. Là, pour les présidentielles cette année, on a fait, j'ai pas mis la photo, mais on a fait un outil qui s'appelait PolitiQuiz. C'était un petit quiz, enfin un jeu sur le modèle de. Je ne sais pas si certains connaissent la certification PIX. C'est quelque chose que les étudiants passent. Vous avez des petits badges. Après, vous pouvez répondre à des questions, vous gagnez vous passez des niveaux, etc. Donc, on a repris ce modèle adapté au discours politique. Donc, on a récupéré tous les programmes, etc. On a généré des questions, on a fait des petits jeux aussi sur l'attribution d'auteur, qui a dit quoi, ça, dans le but justement d'essayer aussi de sensibiliser les jeunes aux élections, mais surtout d'avoir cet esprit critique et ce regard un petit peu curieux finalement qu'on peut avoir sur des discours. Ça, un exemple qui est juste, c'est fait quand je parlais de l'usage des mots dans les différents discours. C'est-à-dire que, par exemple, tous les candidats utilisent les mêmes mots, mais en fait, ils ne les utilisent pas de la même manière. Vous voyez que, par exemple, le mot femme, on s'était rendu compte que Macron l'utilisait en parlant de la fonction présidentielle, féminiser, la parité, etc. Alors que Dupont-Aignan, par exemple, l'utilisait pour parler de la politique extérieure, enfin, notamment la représentation des femmes à l'extérieur, le burkini, la burqa, etc. Donc, d'une manière assez anxiogène. Le mot chômage, c'est pareil, tout le monde en parlait, mais par exemple, pour Marine Le Pen, c'était les menaces intérieures, l'immigration, etc. Alors que pour quelqu'un comme Macron, c'était la politique intérieure, la fiscalité, etc. Donc en fait, tous utilisent le même mot. Ok, ouais, oui, pardon. Ok. Il me reste 10 minutes et après les questions. Ok, oui, c'est bon. Voilà, donc en fait, il y a les mots. Quand je parlais dans mon billet de blog tout à l'heure, les mots prétextes, c'est-à-dire que si on se contente de regarder, voilà, tiens, il a utilisé tel mot, ok, c'est intéressant, mais il l'utilise comment et pour parler de quoi? Voilà, et ça, c'est vraiment important d'essayer de se dire, en fait, les mots ne sont pas que des mots, c'est aussi des bonnes raisons de croire à quelque chose. On dit que la langue est argumentative, c'est-à-dire qu'en fait, les mots ne sont pas simplement des informations, c'est des bonnes raisons d'enchaîner et d'argumenter sur un certain nombre de choses. Donc, femme, donc féminisée, donc parité, ou femme, donc attention, parce que menace, parce que différence culturelle, etc. Il y a un documentaire que je vous conseille, si vous avez l'occasion de le lire, c'est ce documentaire qui s'appelle Chomsky et compagnie, qui a été fait par Mermet et je ne sais plus qui est le deuxième, qui justement, ils sont allés au MIT à Boston rencontrer Noam Chomsky. Donc Noam Chomsky, en fait, il est très connu comme linguiste à la base, mais son travail de linguiste n'a rien à voir avec ce qu'il a fait par la suite en tant que penseur, critique, etc. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup maintenant à la propagande. Il a fait des livres d'entretien d'ailleurs qui sont très, très accessibles, qui sont assez sympas, sur justement la manière dont les gouvernements, les institutions communiquent et influencent l'opinion publique. Bon, il est relativement engagé politiquement, donc ces exemples sont toujours un peu à charge contre l'administration de Bush en partie à l'époque, etc., Trump après. Mais il y a une partie dans le documentaire, je vous ai fait des petits screenshots qui sont
qui sont intéressants, c'est comment est-ce que des réalités en fait, sont présentées avec des dénominations alternatives pour les rendre acceptables. Par exemple, tyrannie. Voilà, ou dommage collatéral, ça c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre, forcément on va envoyer des bombes, on va tirer, voilà, et puis malheureusement on va tirer sur un hôpital où il y avait des civils. Alors, parce que, enfin, de manière référentielle, c'est, je sais pas moi, c'est une erreur, c'est un meurtre d'innocents, etc. Mais dans le lexique de la guerre et dans le lexique de l'administration, on va appeler ça un dommage collatéral. Ça peut se comprendre d'une certaine manière dans une rhétorique militaire, etc. Peu importe. Mais ce que veut dire par là Chomsky, c'est qu'en fait, on présente la réalité d'une certaine manière pour la rendre acceptable, alors même qu'elle pourrait ne pas l'être si on la nommait d'une autre manière. Donc en fait, la manière dont elle est nommée garantit sa validité. Donc qu'est-ce que c'est une fake news? Puisqu'on parle des fake news, hein, est-ce que c'est une fake news ou pas une fake news? C'est un point de vue sur le réel qui est différent d'autres points de vue qu'on pourrait avoir. Voilà, donc si jamais je comprends et j'adhère au fait qu'il faut faire une guerre contre tel pays pour telle raison, d'ailleurs c'est pareil, il y a un autre terme qui est assez intéressant là-dessus, c'est le droit d'ingérence. C'est de Bernard Kouchner qui avait pas mal parlé aussi avec l'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui font un certain nombre de choses, politiquement, etc. On n'est pas d'accord avec eux et on va intervenir. Mais c'est pas chez nous et on n'a pas forcément le droit, on n'a pas les traités internationaux, nous n'ont pas forcément. Voilà. Et donc on va dire c'est le droit d'ingérence. Ça veut dire qu'on a le droit de s'ingérer dans leurs affaires. Ça se discute, peut-être que oui, peut-être que c'est très bien et que c'est pour des belles finalités. En fait, on a vu, je ne suis pas historien ni géopolitique, mais qu'il y a plein d'endroits en fait où avec des bonnes intentions, on a remplacé à la tête de gouvernement par d'autres personnes, et en fait, ça c'est d'autres mouvements, et ça s'est avéré pire en fait dans les pays. Enfin, voilà. Donc, ce droit d'ingérence, c'est quelque chose qui questionne beaucoup, mais simplement l'expression déjà droit d'ingérence, ça veut dire qu'on s'auto-légitime comme étant en capacité d'aller résoudre des problèmes alors que personne ne nous a rien demandé en quelque sorte. Donc, on s'auto-justifie. Ça, c'était pendant c'était le référendum pour la Constitution européenne où il y avait le traité européen. Voilà, et en fait, il y a eu un référendum et on a voté contre, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, le traité en fait n'est pas passé. Et ensuite, il a été resoumis d'une autre manière. Il n'a pas été, on n'avait pas de traité européen. Après, c'était devenu un mini-traité ou traité simplifié. En fait, c'était grosso modo la même chose, mais en fait, la dénomination avait changé pour faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait une sorte de passage en force contre l'avis du peuple. Peut-être que c'était pour des bonnes raisons, pour notre bien, et qu'on n'était pas capable de décider. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans les exemples que donne Chomsky, c'est intéressant. C'est comment est-ce que des administrations, des gouvernements, finalement, utilisent la manière de nommer les choses pour convaincre, ou en tout cas apporter l'adhésion. Dans ce film, il y a justement, c'est Edward Bernays, c'est lui qui a créé, on va dire, enfin, il parle de la propagande, il dit la propagande avait mauvaise presse. En fait, justement, parce qu'avant, il travaillait pour notamment l'entrée en guerre des États-Unis, etc., donc convaincre les Américains de s'engager. Et puis, une fois que la guerre est finie, il s'est fait débaucher, par exemple, par Lucky Strike, qui montre un moment comment faire en sorte d'étendre le marché de la cigarette. Mais il ne pouvait pas continuer ça, d'appeler propagande auprès des entreprises. Je suis conseiller en propagande, ça faisait pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai trouvé un autre nom. J'ai trouvé un autre nom, il a fait ça conseil en opinion publique. En fait, il dit, voilà, propagande, ça passait pas bien. Du coup, j'ai mis conseil en opinion publique. Et pour Lucky Strike, c'est assez marrant, justement, parce qu'en fait, il explique que après la guerre, en fait, beaucoup d'hommes fumaient, puisqu'on leur envoyait des cartouches de cigarettes, mais que pour les femmes, c'était mal vu. Ça faisait vulgaire, machin. Et donc, ils ont créé un événement, un jour où il y avait des suffragettes et des féministes qui défilaient. Et ils ont dit, ce jour-là, on va faire un acte libérateur, un acte fort, etc. Et il y avait les femmes qui étaient là, et donc elles ont allumé une cigarette, toutes en tête de cortège, et elles ont appelé ça le flambeau de la liberté. Et du coup, de nommer comme ça la cigarette flambeau de la liberté, ça a complètement modifié l'appréhension dans cet événement médiatique en particulier. Et ça a fait que les marchands de cigarettes ont pu s'allouer une part enfin 50% en fait, des consommatrices, du coup, qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout concernées parce que ça faisait mauvais genre, et là, ça devenait un acte de libération.
Voilà, alors faire la différence parfois entre fake news et pas fake news, c'est assez rigolo aussi de voir que par exemple, il y a des comptes parodiques par exemple qui sont explicitement parodiques, qui se revendiquent comme tels et qui donc disent des contre-informations, mais que les informations paraissent vraies parfois. Donc ça veut dire aussi que c'est une sorte de jeu de miroir, je pense, qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que ça renvoie aux politiques le fait qu'ils ont peut-être un certain nombre de travers ou de langues de bois et que on peut les imiter, on peut même les imiter mieux qu'eux-mêmes quelque part. Ça vaut pour tous les partis politiques, voilà, campagne de fake news, donc on appelle ça, par exemple pour Amélie de Montchalin. Et vous voyez ici pousser les éléments de langage jusqu'à l'absurde, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, quand on regarde et on repère la rhétorique politique d'une manière générale, quels que soient les partis, quels que soient les candidats, on a des éléments de langage, on a des faits comme ça récurrents, réguliers, et en fait, on peut très bien les reproduire, on peut très bien faire un algorithme de génération de discours ou de messages à la manière d'eux, ça serait très marrant de le faire. Et forcément, on pousse à l'extrême ce travers du langage qui est d'orienter justement la perception des citoyens, des électeurs, vers sa propre représentation, avec le fait d'asséner des mots comme ça qui vont être des leitmotifs. Voilà, donc pour faire que ceci n'est pas une conclusion, mais juste ce petit bouquin, parce que Jean-Victor m'avait dit, mais j'ai pas le temps, mais il faut insister aussi sur le côté scientifique, la scientificité, voilà, donc quand on a parlé aussi. C'est un vieux bouquin au PUF, on trouve d'occasion, je pense qu'il n'est pas réédité, de Gilles Gaston-Granger, qui est un épistémologue, c'est-à-dire c'est un philosophe des sciences. Justement, il explique qu'il y a plein de choses intéressantes sur la science et les sciences et la technique, et il y a toute une partie vraiment intéressante sur la validité scientifique, et ça explique aussi justement que ça nécessite beaucoup de modestie. Qu'est-ce qui rend une découverte et une théorie scientifique ou valide? C'est aussi la côté social de la science, c'est-à-dire le partage. Il faut publier ses travaux, il faut les socialiser dans des journaux, dans des conférences. Il faut que ces travaux soient validés par des pairs, c'est-à-dire des experts qui vont garantir. Voilà, et l'erreur est humaine aussi. Donc voilà, et parfois quand le problème c'est la rapidité aussi, le temps, on parlait du temps médiatique. Là pendant la Covid, il y a eu le temps scientifique. On a eu un peu la course à l'échalote au niveau des articles scientifiques qui va publier le plus rapidement dans tel article. Ce qui veut dire que les gens écrivent vite, que les experts doivent expertiser vite, et que plus on va vite en fait, et plus on peut commettre des erreurs malheureusement. Voilà. Et dernier conseil de lecture, ce petit cours d'autodéfense intellectuelle qui est vraiment assez sympa, justement. Noman Balargon, il est interviewé dans le documentaire sur Chomsky, c'est comme ça que je l'ai rencontré, et justement il décrypte un petit peu toutes ces expressions, et ça permet en tout cas d'exercer son esprit critique. Et pour conclure, comme ça a été dit dans la première intervention, l'objectif, j'espère que vous l'avez bien compris, c'est pas de dire ce qui est bien mal, d'être caricatural et puis surtout de distribuer des bons points, c'est simplement de se dire qu'on est dans un monde de plus en plus informationnel, avec des sources d'information, des points de vue sur l'information qui sont très, très nombreux et très divergents, et que donc il faut prendre des précautions par rapport à ça, il faut être modérément en tout cas suspicieux au moins, et se poser les questions, les bonnes questions pour essayer de ne pas tomber dans des pièges qui seraient peu dommageables. Voilà, merci de votre attention. Il y a des questions dans la salle. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de jugement sur les questions que vous avez posées. Non, dans ces cas-là, on vous invite à relire la question. Je commence pas, monsieur. Alors, on a posé une question qui est très pertinente. Comment, selon vous, peut-on aider un collègue ou un proche à prendre un peu de recul sur ses propres biais de confirmation sans aller au conflit? Quand on interroge des croyances extraordinaires, on est très rapidement qualifié des gens au service du système, de boutons, etc. C'est vrai, et je pense, je ne suis pas appuyé sur des méta-analyses, mais la première erreur de dire, c'est de dire, mais toi, t'es vraiment trop bête, tu penses ça, mais t'es vraiment stupide, mon gars, parce que je pense que ça ne va pas aider la personne à se remettre en question. Moi, ma pratique, la première question se fait si la personne. Je fais une fois, par exemple, je suis écrivain aussi, et il y avait un jeune de voir, et il commençait à m'expliquer, il avait bien théorie des propos sur les vaccins, etc. Il ne voulait pas se faire vacciner. Il en souffrait parce qu'à l'époque, il ne pouvait plus prendre de train. Et moi, plutôt que de lui dire, t'es idiot, parce que déjà, je ne le pensais pas. Alors, juste, une personne qui croit fake news autour des complots n'est pas idiote. Ça n'a rien à voir, en fait. Il y a des gens qui peuvent être très intelligents et être dans des croyances
conspirationniste, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est une première erreur à éviter. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que je respecte ce que tu penses. Voilà. Je t'explique pourquoi moi, je me suis vacciné. Et j'ai parlé de mon grand-père, qui était fragile, forcément. Donc, plutôt que de lui dire, j'essaie de te convaincre, je ne sais pas te convaincre, je respecte tes opinions, je t'explique pourquoi moi, je pense que je pense. C'est un peu une sorte d'épistémologie, c'est je t'explique d'où je tire mes connaissances, et après, je te laisse l'indépendance d'esprit de considérer cette preuve ou pas. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire aussi pour éviter le fil d'agent du système de bouton, c'est que je dis, mais moi, je pense, par exemple, que des fois, le gouvernement dit non. Effectivement. Moi, mais la manière de vérifier l'information, ce n'est pas juste croire le gouvernement ou les officiels, c'est j'ai une méthode qui me permet de voir si quelque chose est vrai ou pas, indépendamment de si c'est le gouvernement, un post Facebook, etc. Alors, n'importe qui dit des fake news. Une parole officielle peut dire des fake news. La méthode, justement, permet de voir qu'il y ait des fake news. Donc, voilà, j'explique que, en fait, l'erreur, la fake news peut arriver partout. Et pas juste d'un tweet, etc., d'un compte Facebook, etc. Et voilà, moi je pense qu'il faut garder du lien social, écouter la personne, écouter, je pense que c'est une personne qui doit être écoutée, et à un moment, si on sent qu'il y a, en fait, c'est dire, pas que là c'est bizarre, et après, juste, pas lui dire, c'est la preuve que 14, c'est, je vais essayer de réfléchir. Il ne faut pas oublier quelque chose, je pense que personne ne va jamais vous dire, 2 secondes après, tu as raison de se tromper. Elle va dire non, 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 c'est un mouton. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas retenu. Je pense qu'il faut du temps, des confirmations pour changer d'avis. Donc même si elle s'énerve en disant attention, pas de tort, etc., et qu'elle s'en va, ça ne veut pas dire qu'elle ne réfléchit pas. Généralement, et je pense qu'on a tous vécu, quand on est confronté à quelque chose en désaccord avec ce qu'on pensait, au début on va se dire non, non. Et puis après, on est chez soi, on est sous la douche, on y réfléchit, et peu à peu on change d'avis. Donc en fait, il faut être positif, il ne faut pas se dire je vais la faire changer d'avis avant. Il faut dire ok, je lui donne des éléments, et je laisse faire le temps. Et je lui fais confiance. Et je pense que c'est la meilleure manière pour éviter la confrontation, parce que souvent, c'est des gens qui nous sont chers, donc on n'a pas envie de se séparer. Et c'est un moyen de respecter sa pensée et de lui laisser faire le cheminement toute seule. Oui, tout à fait d'accord. Et puis, je repensais à l'histoire de sandwich de vérité. En fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que parmi ce que disent des gens avec lesquels on va être en désaccord et qui partagent des fake news, il y a aussi une part de vrai, dans le sens où le gouvernement avait des masques, peut-être. Il y a des choses, des vaccins. Il y a une part de vérité, finalement. Ce qui est de la complexité, c'est entre les faits et les conclusions qu'on tire de ces faits. Il faut bien distinguer. Voilà, vous pensez telle chose. Dans ce que vous dites, effectivement, ça c'est vrai, ça c'est quelque chose d'objectivable, etc. Par contre, pourquoi est-ce que vous en déduisez par rapport à ça? Et en fait, souvent, il y a une sorte de saut interprétatif qui se fait, qui est fondé alors sur une sorte de fond de discours qui peut être d'une manière générale anti-système. Il y avait aussi ça tout à l'heure sur il y a un système qui nous ment. Donc, et du coup, tous les éléments qu'on va repérer sont des symptômes de ce système. Si par contre on essaye de déconstruire ce côté un peu généralisant et simplement de partir des choses qui sont objectives, et en fait je pense que quand on ne rejette pas en bloc des arguments opposés, mais qu'on on concède en quelque sorte qu'une partie est vraie parce que factuellement elle est vraie, mais que par contre on n'adhère pas aux conclusions qui sont faites de ces arguments, déjà on engage une sorte de discussion qui est plus rationnelle que simplement des choses très polarisées, parce que souvent c'est news contre fake news, et puis en fait on ne se comprend pas. C'est-à-dire que c'est complètement hermétique, chacun reste dans son truc, et comme tu disais, c'est d'être idiot, d'être stupide, d'être mouton. Donc, en fait on caricature les positions des uns et des autres. Mais les gens qui en sont arrivés là, c'est ça, c'est aussi parce qu'ils ont un certain nombre de bonnes raisons, parce qu'ils trouvent dans le réel des éléments qui leur tendent à penser ça. Donc si on arrive à compartimenter ce qui est tangible, ce qui est de fait, et ensuite ce qui est peut-être une surinterprétation. Il y a un complot du gouvernement qui nous a caché les masques afin que, il y avait des masques, mais peut-être que c'est tout simplement de l'incompétence, par exemple, ou de la mauvaise gestion. Dans ce cas-là, il n'y a pas de complot, il y a simplement quelque chose qui est négatif, mais qui n'est pas du même ordre. Il y a un adage qui dit qu'il ne faut pas mettre sur le dos du complot ce qu'on peut attribuer à la compétence. Des fois, c'est juste que les gens. J'imagine qu'en mars 2020, le gouvernement était largué. Et je comprends parce que c'est une situation inédite. Et je pense que ça explique beaucoup plus de choses que juste se dire. Juste 2 points, c'est très bon complément. Effectivement, aller sur des qui nous réunissent. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, les lois de manipule, n'importe quelle institution, dire écoute, on est d'accord qu'ils ont fait n'importe quoi.
on est d'accord là-dessus. Donc on est d'accord sur ce que tu fais. Mais maintenant, voilà. Malgré ça, moi, mon raisonnement est différent, parce que j'estime que c'est de la compétence, c'est pas de la valabilité. Mais montrer qu'on a des points communs. La deuxième chose, c'est aussi le contexte. Si vous êtes dans une foule de personnes, par exemple, ne débattez pas là-dessus. Parce que là, il y a l'ego qui va arriver, et on ne va pas vouloir aimer admettre qu'on s'est trompé en public. Ou sur les réseaux, c'est très compliqué sur les réseaux. C'est plutôt en tête-à-tête, c'est tiens, on va prendre un café, on va en discuter, voilà. Quelque chose de plus intime, où la personne n'aura pas vraiment de mal à accepter qu'elle s'est trompée. Si elle s'est trompée, peut-être que c'est vous qui vous êtes trompé, au final. C'est vous qui êtes l'erreur, il ne faut pas oublier ça. Si on veut faire changer la personne de vie, il faut admettre que nous, peut-être que c'est nous qui sommes de l'erreur, au final. Parce que c'est facile de dire que c'est nous qui a tort, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire preuve de modestie et mettre un contexte de confiance pour discuter. Oui, une question sur comment les médias s'organisent pour éviter les fake news et fournir l'info la plus juste possible. Et puis j'ai vu derrière, il y en avait une sur les collégiens aussi, alors peut-être on peut les prendre ensemble, ça a du temps par rapport aux ados aussi. Alors donc, je pense que le problème des rédactions, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est le rapport avec la question de la temporalité en fait qui est complexe. Et même nous, hein, en tant que citoyens, en tant que consommateurs d'infos, on a envie que les choses aillent vite, on a envie d'être réactifs. Et c'est un peu l'ennemi quand même de la vérification, du fait de croiser les sources. Et donc, et surtout, les rédactions qui sont les plus médiatisées sont justement peut-être celles qui vont le plus vite. Donc, voilà, qui lit Le Monde tous les jours, qui lit Le Figaro tous les jours, qui lit les grands journaux voilà, qui font ce travail d'enquête, par rapport à qui regarde sur son appli BFM ou les trucs qui circulent. Enfin, moi, le premier, j'ouvre Twitter, j'ai des infos de BFM, de LCI qui circulent, et je vais pas forcément prendre le temps d'aller jeter le journal papier ou même sur. Donc, je pense que la temporalité, elle est très, très complexe. Et par rapport aux jeunes, justement, ils sont aussi dans cette consommation un peu virale, notamment quand il y a TikTok, là, qui marche vachement bien. Et je voyais pendant la campagne présidentielle, où il y a des candidats qui ont vraiment investi dessus, et en particulier Éric Zemmour. Au début, c'est pour ça que je pensais peut-être aussi une grande montée, enfin, peu importe l'opinion qu'on peut en avoir dessus, mais avec toute une sorte de scénarisation un peu héroïque, comme ça, avec les clashs, où il a toujours raison, il est en plateau, il démonte machin, puis il sort. En fait, on ne voit pas ni avant ni après, et en fait, on est toujours aussi dans cette question de la temporalité, c'est-à-dire qu'on est sur des extraits courts, donc c'est bien d'avoir des extraits, mais qui sont décontextualisés, qui sont scénarisés aussi, avec il y a des petits éléments de texte, il y a des petits émoticônes qui vont arriver, genre le chaos, des machins comme ça. Donc en fait, on a cette question finalement de la fragmentation de l'information, voilà, elle est séquencée, elle circule, et puis elle devient virale. De la même manière un peu que les chaînes d'info en continu, qui ont pas mal changé de marché, je pense, de l'information, justement, parce qu'elles sont tout le temps en direct, et que quand on voit dès qu'il y a un événement, on a quelqu'un pendant 3 heures qui va passer devant une porte fermée, mais il est là en direct devant. Derrière, il se passe des choses, on ne sait pas, ça se trouve, en fait, il n'y a personne, mais simplement parce qu'on a comme ça le frisson du direct, et puis on sent qu'il se passe quelque chose. Donc, en fait, si on a l'info dans 3 heures ou dans 4 heures, il vaut mieux peut-être l'avoir demain matin, mais qu'elle soit vérifiée, qu'elle soit crédible, etc., plutôt que de l'avoir dans 2 heures, parce que ça va changer notre vie d'avoir l'info 2 heures ou 3 heures avant. Donc, voilà, moi, je trouve que cette question, en tout cas, de la temporalité, j'en pense que je dis aussi sur les expertises des cryptologues, etc., les gens qui sont experts de tout, qui sont dans cette temporalité. J'ai un avis sur tout, j'ai un avis général que je peux décliner sur l'Ukraine, sur le Covid, sur un peu tout. Et voilà, au bout d'un moment, ça pose problème. C'est ce système qui s'auto-entretient. Et puis, ça rassure beaucoup de gens d'avoir une personne qui a un prisme qu'elle applique à tout. Il y a beaucoup de chroniqueurs, en fait, ils ont un prisme. Ça va être un prisme religieux, etc., sur toutes les questions. Et en fait, ça rassure parce qu'en fait, ça a une grille d'interprétation très facile de plein de phénomènes différents. Donc, c'est rassurant. Un point important aussi sur les médias, c'est l'économie. C'est moins cher d'avoir 3 experts qui sont payés peut-être 100 € pour parler d'un sujet que d'envoyer 2 reporters en Ukraine. C'est moins cher. Et ce n'est pas forcément moins addictif pour les gens qui regardent. Par contre, c'est peut-être plus intéressant pour avoir une plus grande exactitude de ce qui se passe, d'avoir des reporters. Bon, malheureusement, ils ont été décédés il y a pas longtemps, d'ailleurs. Mais voilà, les contraintes économiques, ça va jouer sur la qualité de l'information, forcément. C'est la première chose. Deuxième chose sur les collégiennes, ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais d'intervention sur les collégiennes et en médiathèque. En médiathèque, c'est un public plus de retraités. J'ai rarement vu des têtes de bois aussi dures que des retraités sur les fake news. Mais, parce que peut-être je suis plus âgé que les collégiens, mais encore plus jeune que les retraités. Et les collégiens et les collégiennes, je pense, alors ça c'est vraiment
qu'ils savent qu'il faut se méfier des informations sur Internet. Ceux qui tombent dans le piège sur Facebook, par exemple, c'est des personnes qui ont découvert Facebook à 40, 50, 60 ans et qui ont un rapport de confiance directement avec le texte. Ah, c'est écrit, donc c'est vrai. Et statistiquement, le plus grand propagateur de fake news sur Facebook, c'est les plus de 60 ans. Bon, ça veut dire qu'on arrive aussi, enfin, il n'y a plus de moins en moins de jeunes sur Facebook, mais voilà, il y a une croyance dans le texte, en fait, qui est très très forte. Et cette sorte de fake news, en fait, n'est pas limitée à la tranche d'âge des jeunes. Vraiment, c'est universel. Et statistiquement, je pense qu'en gros, par rapport à la théorie du complot, en gros, il y a 10-15% des gens qui croient aux théories du complot, et c'est lissé sur toute la population. On n'est pas là. Et après, je ne sais plus trop la question, mais comment est-ce qu'ils réagissent? Généralement, ils écoutent. Enfin, à mon sens, moi, ils écoutent. Ils écoutent, et même, j'ai tombé sur un collégien qui pensait qu'elle était à mais c'était argumenté. Alors, je vais montrer que son argument ne tenait pas. Je peux l'excuser, ne partez pas comme ça, mais comme ça. Mais ce n'était pas absurde, en fait. Et souvent, dans les fake news, c'est pas idiot. En fait, il y a un raisonnement, c'est juste le raisonnement est bancal, mais le raisonnement n'est pas idiot. Voilà. C'est quoi le futur de la fake news entre deepfake et réseaux sociaux omniprésents? Ça va ressembler à quoi? On est préparé. Deepfake, en fait, maintenant, c'est des. Par exemple, on prend un acteur qui va ressembler à Donald Trump ou à Macron, on va faire quelque chose, et après, avec l'intelligence artificielle, on va calquer le visage de Macron ou de Trump. D'accord? Alors, c'est inquiétant, enfin, c'est inquiétant, mais je pense que ça va pas changer grand-chose. Je dis ça, je n'ai pas d'expertise là-dessus. Donc, là, vraiment, niveau de confiance sur ce que je dis, c'est plus bas que sur le reste, parce que c'est important d'estimer aussi ça. Moi, je pense que de toute façon, je pense que même qu'on peut estimer si une photo est retouchée ou pas, même si Photoshop est très bien, il devrait faire ça, je pense qu'on pourra vérifier si c'est deepfake ou pas. Moi, je pense par contre que c'est comme les fake news, c'est comme les photos retouchées, ça va juste convaincre les gens qui sont déjà convaincus. Donc, une personne qui est persuadée que Macron est un monstre, par exemple, et une vidéo deepfake ou pas, il va se dire c'est la preuve que c'est un monstre. Donc, je pense que ça ne va pas convaincre les gens de choses qui ne sont pas convaincus, ça va juste être des arguments que les gens vont utiliser pour appuyer leurs propos. Donc, ouais, deepfake, à mon avis, pas très inquiet. Réseaux sociaux omniprésents, là, je rejoins un peu ce que tu dis sur TikTok. C'est un truc qu'on a peu vu, mais c'est les algorithmes, en fait. Si on va liker un contenu, par exemple, l'algorithme va se dire, toi, c'est ce que tu aimes, et comme je veux que tu vas sur TikTok, et je te mets que des vidéos là-dessus. C'est pas forcément de la fake news, par contre, ça va rentrer notre jugement. Effectivement, si on va aimer un politicien ou une politicienne qui est sur TikTok, on n'aura que des de ces personnes, et ça va nous faire une sorte d'entonnoir de raisonnement, et un seul prisme, mais on ne va pas avoir des opinions différentes, etc. En plus, comme c'est sur TikTok, c'est pas sur la télé, on ne se rend pas compte qu'on est orienté dans une direction, parce qu'on peut juste défiler des vidéos. TikTok, c'est un réseau social de vidéos qu'on peut défiler comme ça. Donc je pense que c'est inquiétant, parce que si on va avoir une approche très superficielle des informations, on ne va pas vérifier, on va être en fait d'intuition, genre j'y crois, j'y crois pas. L'intuition, l'intuition, mon intuition me dit qu'elle s'arrête parce que raison n'est pas. L'intuition ne fonctionne pas toujours. Donc le piège, c'est plutôt de ne plus prendre de temps, de prendre du temps justement, et d'être toujours dans l'immédiateté. On rejoint le problème des journaux et des chaînes d'information continue. Oui, et par rapport à ce que tu dis sur les collégiens, et même d'une manière générale, en fait, je pense que quand on a fait nos études, on faisait de l'analyse de texte, on fait des dissertations, des commentaires de texte, etc. Il faut se dire aussi que peut-être il y a aussi cette dimension critique à avoir sur les nouveaux types de médias, les nouveaux types de contenus. On parlait tout à l'heure au café, je fais des cours d'écriture pour les médias numériques avec mes étudiants à l'UNIT, et là, cette année, j'ai fait l'application avec des stories Instagram. En fait, il y en a beaucoup qui vont venir changer de com, qui vont faire justement des stories, mais faire des stories, c'est pas simplement prendre une photo et la balancer sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail en amont derrière de construction, mais ça veut dire que si on comprend ce travail de construction, on va aussi pouvoir le déconstruire. C'est-à-dire que story, c'est histoire. Donc, storytelling, raconter une histoire, mise en scène. Donc, on voit les influenceurs, ils sont à Dubaï, machin, c'est leur vie. Mais en fait, non, c'est pas leur vie. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est racontée, qui est mise en scène pour donner une certaine représentation des choses, pour ensuite vendre un produit, vendre une idée, etc. Donc, en fait, on a toute une mise en récit qui se fait aussi. Et c'est pas parce que c'est des réseaux sociaux, parce que c'est amusant et tout, il ne faut pas avoir un regard
comment dire, ironique et négatif vis-à-vis de ça, parce que c'est la nouvelle pratique de communication, comme Twitter il y a quelque temps, ou comme voilà, le web 1.0 au début, avec les sites statiques, etc. Donc en fait, à chaque nouveau système de communication, il y a une nouvelle façon, aussi une nouvelle déclinaison finalement de communiquer, d'écrire. C'est pas parce que c'est pas du texte écrit que c'est pas forcément scénarisé, que c'est pas construit. Et donc, il faut aussi donner aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, en fait, justement, les moyens de tout ce que tu as dit sur comprendre et décrypter les fake news. Ben, j'ai une vidéo sur Instagram, ou sur TikTok ou Snapchat. Donc, c'est un compte qu'il a publié. Je peux très bien cliquer sur le compte, regarder quel est l'auteur, quel est son descriptif, son profil. Est-ce que c'est quelqu'un qui est spécialiste ou non? Quelle est son audience? Voilà, quel est le genre de message qui est. Ouais, je sais pas, je vois un truc qui me semble bizarre, je vais regarder. Si en fait il n'y a que des contenus complotistes dans toutes les vidéos qu'ils partagent, ça me permet de mieux comprendre pourquoi est-ce que j'ai cliqué peut-être sur cette vidéo. Donc tout ce système finalement de croisement de sources, de fiabilisation de l'information, d'émetteurs, est tout à fait transposable en fait sur les nouvelles modalités de communication. Donc, en fait, il ne faut pas, comment dire, jeter le bébé avec le biberon. Et surtout, essayer de garder cet esprit critique. Voilà, on a tous des enfants, des nièces, voilà, des jeunes, en tout cas, qui sont là sur leur téléphone. Donc, c'est facile de leur dire, lâche ton téléphone, machin, mais bon, c'est comme ça qu'ils consomment de l'info, qu'ils consomment de la culture. Et par contre, il faut vraiment les aiguiller. Donc, la dernière question, est-ce qu'on a marché sur la Lune ou pas? Ben, en tout cas, les pantins qui étaient articulés, puisqu'on a bien vu les fils, hein, et puis il n'y avait pas d'ombre, de toute façon, ont bien forcément. On n'a pas marché, mais en tout cas, il y avait des marionnettistes qui étaient sur la Lune et qui faisaient bouger toutes ces zones. Est-ce que les marionnettistes ont marché sur la Lune? Je pense qu'ils étaient en suspension parce qu'ils ont eu peur. C'est une question intéressante, est-ce qu'on a marché sur la Lune? Parce que ça nous montre, ok, comment est-ce qu'on vérifie l'information, sachant que nous, on n'était pas sur la Lune. Donc, moi, la première étape, c'est que je me dis, ok, que je ressens, je dois le mettre de côté, parce que peut-être que j'ai envie de croire qu'on nous ment, parce que c'est tentant de penser qu'on nous ment. Quelles sont les preuves? Et quelles sont les preuves qu'on n'a pas marché? Bon, il semblerait, pour avoir un petit peu étudié ça, les preuves, c'est, ah oui, mais le drapeau, il saute sur la Lune, mais il n'y a pas de vent sur la Lune. Ah oui, d'accord, mais si on vérifie, on voit qu'il y a des baromètres qui font un drapeau. Oui, mais les traces des semelles sur la Lune, ce n'est pas les mêmes que celles des cosmonautes. Oui, sauf que, en fait, là, tu calques ta vision d'une semelle de chaussure qui est qu'il y a une seule semelle. Mais dans les combinaisons cosmonautes, il y a plusieurs niveaux de semelles. Et en fait, la semelle qui touche la Lune n'est pas la même que celle qui est sous contrôle. Et en fait, il y a juste plusieurs couches, en fait. Et en fait, c'est pareil, oui, la photo, on voit qu'il n'y a pas d'étoile, donc c'est un fake. Moi, je me dis, à mon avis, si la photo du drapeau comme ça voulait en faire un fake, ils auraient mis des étoiles, justement, parce que c'est l'image un peu fantasmique qu'on a de l'espace. Le fait qu'il n'y ait pas d'étoile, pour moi, c'est la preuve que ce soit une photo, parce qu'elle n'est pas parfaite. Encore une fois, c'est trop beau pour être vrai, c'est faux. Enfin, c'est pas forcément vrai. Et ça peut s'expliquer très bien avec l'histoire de contraste de lumière. Un jour, on ne voit pas d'étoiles parce qu'il y a de la lumière. Ben, c'est pareil. Il y avait la station spatiale, etc., a été éclairée, forcément, on ne voit pas avec les étoiles de front. Et moi, mon argument, donc ça, c'est des arguments qui me font dire que j'ai plus tendance à croire qu'ils sont assurés à l'humain. Ah, mais comment ils ont fait avec les technologies? Je ne sais pas. Je ne suis pas scientifique. Et c'est pas à moi de juger ça. Il y a des choses que je ne sais pas sur la technologie. Non, c'est peut-être que je pense que... et moi, un argument qui me semble très pertinent, c'est que je me dis, en pleine guerre froide, si les Russes n'ont pas dit un seul mot de doute par rapport à ça, alors que ça aurait été du pain béni pour accuser les États-Unis, c'est plutôt la preuve qu'ils y sont allés. Et qu'on y retourne. D'ailleurs, souvent, l'argument, c'est oui, on n'est jamais retourné. C'est si, on ne retourne pas sur la Lune. Parce que c'est plus intéressant maintenant d'y aller. On sait tout ce qui se passe. Et ça coûte très cher d'y aller. C'est des arguments qui sont moins glamour qu'on nous a menti, mais qui me semblent plus vrais. Parce que ça coûte cher et ben, voilà. L'argent ne tombe pas de l'espace, justement. C'est intéressant ce qui a été dit. On peut croire qu'avec tout ce qu'on a dit, en gros, il faut se méfier des journaux, il faut se méfier de l'info, etc. Attention aussi à ce qu'on appelle le biais du survivant. Là, on a mis tout ce qu'il n'avait pas, mais je pense effectivement que le travail journalistique est important. Et si justement on critique, c'est parce qu'on sait qu'il est important et qu'il peut s'améliorer, etc. Et il y a les check news de Libération, il y a les décodeurs et tout, qui font un travail très rigoureux de vérification d'informations, qui vont dans la bonne direction. Donc là, il ne faut pas, encore une fois, jeter bébé avec le du bain. Il y a plein de bonnes choses qui se font. Si on se concentre sur ce qui ne va pas, c'est parce qu'on est d'accord avec ce qui va. Merci. Merci.